toi, t'es le premier joueur avant qu'on se connaisse vraiment que j'ai détesté. Ouais, c'est clair, mais moi je pense que c'est À chaque pareil. fois tu me battais, gros, c'était dingue. Il fait son premier gros match, je crois, il met 17 points, un truc comme ça, du genre. Et là, le lendemain, on est dans le vestiaire avec Antoine, on discute, et il y a Victor, comme ça, on discute tous les trois. Et là, on dit, on le chauffe un peu, on dit, Victor, putain, bah, t'as fait enfin un bon match et tout, comme ça, et tout ça, pour le taquiner. Il me dit, vous verrez, l'année prochaine, je tourne à 20 points, 11 rebonds. Et je pars au vestiaire, il y a le prince Albert qui rentre dans le vestiaire. Je commence à pleurer encore. Il fait, mais Désolé c'est de pas rire, grave. C'est parti pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue avec comme invité aujourd'hui la génération 90, Paul Lacombe. J'allais te faire un truc genre from Vénitieux 69, je sais pas combien. 6-9-200. 6-9-200, donc Ouais. Vénitieux, le deuxième meilleur joueur de l'histoire de Vénitieux après Amine Noah. Ouais. Le meilleur. Je sais pas. On va débattre. Paul, bienvenue dans le podcast. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, donc on y est enfin. Bah, merci de m'inviter. Je pense qu'on a pas mal de choses à raconter. J'ai pas mal d'anecdotes sur toi, je pense. Hein. Doucement. C'est mon podcast, attention, je peux couper. Ouais, c'est vrai. Un homme de télévision comme toi maintenant en plus, c'est bon, t'as l'habitude d'avoir le micro. Surtout derrière le micro pour l'instant, pas trop. Paul, on va aborder un peu l'ensemble de ta carrière. On va parler aussi, comme on l'a dit, de la télé. On va parler du bon vieux temps, comme des vieux cons, entre guillemets, tu vois. On est de l'autre côté maintenant. Exactement, ça fait 20 ans, je pense quasiment jour pour jour qu'on se connaît. Ouais. Comment t'as commencé le basket, toi qui viens d'une famille où ton père était plutôt foot, je dirais, non? Non, pas du tout. Non, il est basket. Mes deux parents sont basket. Ok, je pensais qu'il était plutôt dans le foot. Non, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'amour de l'OL ou. Mais tu sais que même pas tant que ça, mon père. C'est juste mon père, il a un peu navigué. Tu vois, ça me fait un peu de mal de le dire parce qu'au début, il aimait bien Saint-Etienne. Après, arrête. Je te jure. Mais après, le fait de vivre à Lyon, tu vois, il aimait bien Lyon. Et puis, moi, mon vrai amour qui a commencé, c'est parce qu'il m'a emmené à Gerland quand j'étais petit. Ok. Tu vois, donc. Il a commencé par Saint-Etienne. Bah, sur ce qu'il me disait, tu sais, en fait, c'est un gars c'est mon père. Il prend le meilleur, est pas quoi. fan. Il est pas fan d'une équipe. Joueur. Il est fan de sport. Ah ok. Tu vois, même pas fan d'un joueur ou quoi. Je pense qu'il est un peu fan de moi, j'espère. Mais surtout fan de sport en général. Donc en fait, il a suivi les épopées des Verts dans sa jeunesse. Il a kiffé, je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé, mais je pense qu'il a aimé Marseille en 93, même sûrement Limoges en 93 aussi, tu vois. Donc voilà, il a été fan de sport en général. Mais voilà, moi, mon amour qui a grandi, c'est lui qui me l'a transmis parce qu'il m'a emmené au stade la première fois quand j'étais petit. Donc t'aimes bien Saint-Etienne aussi, peut-être? Non. William, s'il écoute ça. J'allais le dire. Et comment alors t'as commencé le basket? Bah du coup, très simplement, mes parents faisaient du basket, donc grandi dans les salles de basket. J'ai commencé à Vénissieux, ma ville de naissance, très jeune en baby basket, ça s'appelait avant, U7 maintenant je crois. Et en fait, mon amour et ma passion pour le basket n'ont jamais changé, donc j'ai fait du basket toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vénissieux, quelle belle ville. Magnifique. Quand j'étais allé chez ton père. Tu vois les anecdotes. Quand je m'étais pris Quand je sors de chez ton père et que je pense que mon iPhone il est cassé et je regarde, parce que j'entends un bruit et que je regarde mon iPhone, je me dis mais attends, mais il est dans ma poche. Et là je vois des œufs par terre. Dingue. Avec les gamins qui me lançaient des œufs d'en haut là. Non mais dingue, quelle histoire, c'est fou. C'est fou. C'était excellent. T'étais pas le bienvenu, tu vois. Toi qui viens de Mulhouse, qui parle souvent de Mulhouse par rapport à ça. Ah exactement. La dangerosité de Mulhouse, tu vois. Bah, non, tranquille. T'étais pas le bienvenu tranquille. chez moi. C'était peut-être Amine, hein. Ça se trouve c'est Amine qui se cachait en haut et qui a envoyé ça. Et donc on s'est joué la première fois U15 France à Lasvel. Si j'avais dû parier sur un gars qui allait devenir pro, c'était clairement pas toi. Dans l'équipe, c'était pas moi. Exactement, il y avait Jérôme Sanchez qui, je pense, était plus athlétique en U15 qu'en pro maintenant. Il était plus fit. Je pense que c'est le gars que j'ai vu dunker en premier. Mon premier alley-oop que j'ai lancé, c'est à lui. C'était une machine à l'époque. Non, mais c'était dingue. C'est une machine. Il a fait une bonne carrière aussi. Il a fait une belle carrière. Il aurait pu faire mieux, je pense. Il aime trop le barbecue. Il aime trop le barbecue. Il aime trop la fête. Il aime trop la vie, en fait. Tu vois, c'est pas la fête. Il aime la vie. Et il s'est jamais vraiment mis de limite. Et de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu parles avec lui, c'est qu'il est fier de sa carrière. Et il n'y a aucun regret, tu vois. Il peut. Et je pense que c'est ça le pire. C'est quand tu vois, il y a déjà des gars, des fois, qui auraient pu faire mieux. Et qu'il mais qu'il assume pas, qu'il dit si j'avais eu ces opportunités, lui il a eu une carrière pro, il a quand même bien vécu, il est heureux, ça se voit, je l'ai encore vu il y a 2 semaines, super content. Tu vois, je pense qu'on a tous à un moment de notre carrière
dit ah purée, si j'avais pas fait choix un autre choix, tu vois, mais derrière c'est un petit regret de passage, quoi. Mais lui, je pense qu'il a, voilà, c'est ça, tu vois. Et à l'époque, quand tu es U15 comme ça, Ouais. avec tu vois, un joueur comme ça, je pense que c'était un des meilleurs U15 de France à l'époque. Tu vois, moi, j'avais pas de comparaison. Ouais. Dans mon équipe, j'avais pas de gars où je me dis, ouais, vraiment, le Ouais. gars, il est vraiment fort. Toi, quand tu vois un joueur comme ça, et tu te dis quand même, j'ai Bah, envie d'être pro, mais en même temps, le gars, il est vraiment plus fort que moi. Imagine, c'est même, ça remonte à plus loin même. Donc U15, là, tu parles de la deuxième année quand on joue l'un Ouais. contre l'autre. L'année d'avant, je suis en U15, première année, au pôle lyonnais, où tu as Antoine Jo et Edwin Jackson. Ah ouais, c'est encore Tu vois, pire. et Raph Wilson aussi, qui Ouais. dominait à l'époque. Putain, quand je voyais ces deux monstres, je me disais, mais attends, mais le niveau, je l'atteindrai jamais, quoi. C'est impossible, c'est trop fort. Eux, tu vois, ils étaient prédestinés, ils ont fait la carrière qu'ils devaient faire, tu vois. L'année d'après, tu as Jérôme. En plus, moi, je suis un peu moins, tu sais. En plus, cette année-là, je fais même pas le dernier tournoi du c'était quoi, le tournoi interrégional? Je sais plus, il y a trop de noms. Voilà, enfin bon, je le fais pas. Et tu sais, à cet âge-là, c'est un peu la passerelle pour t'emmener à l'INSEP ou quoi. Et tu sais, tu te dis, c'est pas que ta vie elle s'écroule, mais tu sais, tu te dis, bah, en fait, tu finiras pas pro, tu vas rentrer dans la masse ou quoi. Et donc, vraiment, à ce moment-là, quand je vois Jérôme et tout, mais Jérôme, l'année d'après, part à Bourg-en-Bresse. Donc, en fait, il y avait une équipe cadette, donc moins de 18, un peu faible à l'ASVEL. Et je me dis juste à ce moment-là, très honnêtement, je me dis vas-y, viens, on va jouer. Moi, j'ai toujours joué pour chez kiffer toi. le basket. Je suis chez moi, je suis à l'ASVEL, j'aime ce club. Voilà, on y va et on verra. Hein. Et au début, franchement, il n'y avait pas d'autre. Enfin, tu as toujours ce rêve quand tu es jeune, quand tu joues au basket. Je pense que tout le monde a ce rêve de devenir pro. Mais il y avait pas, c'était pas encore l'objectif numéro 1, tu vois. Si t'avais pas été prêt à l'Asvel, t'aurais pas forcément cherché un centre. Je pense. Parce que maintenant, c'est incroyable, je trouve. Après, la question, elle s'est pas posée, tu vois. Ouais. Mon parcours, il est très Ouais, mais est-ce que tu aurais cherché un centre de formation de Pro B à Fos-sur-Mer? Tu vois, maintenant, j'ai l'impression que... Je pense très honnêtement, je pense pas. Je me serais pas vu, je me voyais pas partir en fait au début, tu vois. J'étais pas prêt en plus. Moi, j'ai grandi un peu tard dans la tête surtout, tu vois. Donc je suis pas sûr. Après, très honnêtement, c'est facile de le dire comme ça parce que la question aussi, elle s'est pas posée, tu vois. Mais c'est vrai que l'Asvel, au final, tu vois, avant, en préparant l'épisode, je me disais, maintenant, je sais pas, mais à l'époque, c'était un club, je trouve, ça avait l'air super familial. Tu vois, sur la section amateur, ouais. Et même sur le fait d'avoir toi qui est passé derrière sur les pros, les Kim Tilly, Léo, même si vous aviez quelques fous furieux. Mais je trouvais, tu vois, ça semblait... En fait, nous, notre génération, ça a été le début. Quand j'arrive en moins de 18, c'est le début. En gros, je t'explique. Il y a eu l'époque Amarassi, Ali Traoré, donc 10 ans avant moi, un peu plus de 10 ans avant moi, où ils avaient fait un recrutement un peu, pas que local, vraiment sur toute la France. Et donc, ils font venir des gars comme Amara et Ali. Tu vois, là, tu avais un centre de formation. Et après, pendant 5-6 ans, c'était fini et ils recrutaient que localement. Et moi, ça a été le début d'un renouveau où ils ont fait venir des gars comme Sébastien Michino, le frère de David, Jean-Claude Zaffa, tu dois te rappeler de ces mecs. Fofana. Ben Ali, mine de rien, qui est une super bonne pioche parce qu'avec derrière, il fait une carrière pro. Et ils font venir des mecs. Mais du coup, voilà, c'est ça, ce côté qu'il y avait en fait familial, parce qu'en fait, c'était que des mecs du cru, de Lyon, du terroir. Et les gars, ils venaient parce qu'ils voulaient jouer à l'Asvel, tu vois. C'était pas genre j'allais dans un centre de formation, tu vois, la démarche, c'était pas pareil. Moi, je voulais jouer pour l'Asvel, tu vois, parce que j'allais pas jouer dans un centre de formation. Après, c'était la conséquence, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça. Et maintenant, ça a changé. De toute façon, maintenant, c'est complètement différent, je pense, que de notre époque. Ah, c'est sûr. En U18, quand on jouait à Chalon, à Asvel, je pense que vous étiez vraiment la première équipe que j'ai vraiment détestée. Moi, c'était la première équipe que j'ai détestée. Et puis toi, t'es le premier joueur avant qu'on se connaisse vraiment que j'ai détesté. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que c'est chaque fois, tu me battais, gros. C'était dingue. Non, mais tu m'as battu toute ma carrière. Quand même. En fait, c'est fou tu connais pas les gens et tu détestes quelqu'un. Ouais. Genre, et encore, on n'avait pas les réseaux sociaux, donc on pouvait pas forcément voir. Mais je pense que moi, maintenant, si j'avais été jeune, maintenant, je serais un psychopathe. C'est aller regarder ce que les autres ils font, regarder toutes les stats. Ah, ils ont perdu. Ah, il a mis 18 points. J'en ai mis 20. Enfin, tu vois. Nous, ça, c'était, tu sais, ce qu'on faisait, c'était. J'ai ce souvenir, tu sais, le retour du pôle. Toi, t'as pas fait le pôle. Non. Donc, nous, le retour du pôle pour les internes, donc on se retrouvait le dimanche soir, tu vois, et. Débriefing. Débriefing.
Tu vois, par exemple, ma première année, surtout, j'ai souvenir, je sais pas pourquoi, mais surtout de ma première année où on était dans la même. Moi, je jouais à Vaux-en-Velin cette année-là. J'avais fait un petit. Juste un an à Vaux-en-Velin. Et donc, moi, je jouais à Vaux-en-Velin en Minime France. Il y avait des gars de Lasvel en Minime France. Et tu avais Antoine Jo à Bourg-en-Bresse. Et on se retrouvait le soir, débriefing. Ouais, t'as fait quoi? Vous avez fait. Ah, vous avez perdu Antibes contre Damir Karebrimovic. Tu te rappelles de ce gars? Ah, Lasvel, ils nous ont battus, machin et tout, patati patata. Et on faisait ce débriefing. C'était en fait maintenant, t'as juste allé, tu vois, sur les réseaux, tu vois. L'accessibilité allait bien, mais bon, c'était cool. Quand je vois des fois, il y a des gars en U18, là, ils font 14 points, ils ont 25 postes. God game, ou je sais pas quoi là. Trucs, tout le monde dit, go to guy, il a l'air bon et tout. Ouais. Alors franchement, c'est bien. Ça veut dire que moi, ça me dérange pas quand tu donnes de la force aux joueurs, ça va. Ouais. Mais attention à pas associer tout le monde. Attention, il y en a qui le méritent pas. Je suis d'accord avec toi. Après, ces mecs-là, mine de rien, ça peut leur offrir aujourd'hui des contrats avec la NCAA, tu vois. Écoute, si les gars peuvent être payés, on va pas dire grand-chose. Mais tant que les gars pensent pas non plus qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont parce qu'ils ont un poste. Ça, je pense que ça, c'est générationnel. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont acquéri une surconfiance que nous, on n'avait pas parce qu'ils ont un savoir beaucoup plus grand à leur portée aujourd'hui que nous, on n'avait pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent se projeter beaucoup plus facilement, beaucoup plus jeunes, parce que justement, grâce aux vidéos, tu as accès à tout, tu vois tout. Donc en fait, les gamins, ils sont beaucoup plus prêts que nous, on l'était. Donc ils acquièrent de la confiance beaucoup plus vite que nous. Et en plus, aujourd'hui, le basket français est en plein essor, ça marche de taré. Donc en fait, tu as des passerelles. Nous, à l'époque, on avait quoi comme passerelle? Tu vois ce que je veux dire? Nous, à l'époque, quand on est à cet âge-là, donc je te parle du pôle, tu vois, pôle et cadet, c'est en 2003. Tony, il venait juste d'arriver, mais il n'y avait que Tony en NBA. Tu vois ou pas? Donc en fait, tu te projettes sur quoi? Tu dis, bah non, en fait, nous, ma carrière, si j'ai une carrière, c'est pro, quoi, même en Euroleague. Oui, et puis c'est soit je passe le cap ici, mais il n'y a pas de Ulm, il n'y a pas d'Australie, il n'y a pas de. Exactement, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est presque. Enfin, tu fais un truc bien, tu pars, quoi. Ouais, et puis si je réussis pas là, j'irai là. Hein. Ouais. Et si je réussis pas là, nous, ça n'existait pas forcément à notre époque. Mais tant mieux. Mais vraiment, et puis par rapport aux vidéos, tu as raison, j'en parlais. J'ai vu Alain Kofi la semaine dernière, là, son fils, 11 ans, incroyable. Techniquement, etc. Et il m'a dit, bah, ça, c'est pas moi qui lui ai appris. Enfin, je lui ai jamais appris ça. Le gars, mais en même temps, il regarde les vidéos. Si tu regardes les vidéos toute la journée, le gars, il fait des. Tu recopies. Il fait des step back. Et vraiment dans le bon sens du terme. C'est pas step back pour faire des step back, mais tu vois, exactement le fait de recopier et tout. Nous, on n'a pas ça. À cet âge-là, c'est des éponges, les mecs. Ouais, c'est clair. C'est tout bénef. Est-ce qu'ils vont regarder les cuts de Pod Lacombe? Ça, c'est le truc. Attends, on va en reparler. on va en reparler après. Comment tu arrives là vraiment sur tes. Donc, c'est vrai que tu as aussi grandi, tu le disais. Moi, je te souviens en U15, tu étais vraiment le petit meneur qui donnait le ballon. Ouais. Et d'un coup, en U18, bon, bah, tu grandis. Et souvent, moi, je dis à des jeunes, quand ils disent je suis trop petit, donc du coup, je me prends des portes de partout. Mais en fait, je me dis limite, c'est limite une chance parce que tu es petit. T'apprends à jouer au basket et quand tu grandis, bah, tu peux mettre en application ce que tu as appris en étant plus petit et tu as un sacré avantage. Alors que les gars qui font 1m85 à 12 ans et qui font 1m86 à 20, bon, généralement, ceux-là, tu peux oublier, quoi. Ouais, mais je trouve aussi dans les mentalités, ça a changé, tu vois. Victor, il a ouvert pas mal de portes à ce niveau-là. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vu des entraînements de jeunes. Je vois de plus en plus, on met plus trop les gamins dans des cases quand même, tu vois. Je trouve qu'on essaye un peu à l'américaine, tu vois, de donner d'apprendre à tous les enfants à dribbler. De toute façon, c'est la priorité à un certain âge, tu vois. Mais voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être eu cette chance par rapport à d'autres. C'est qu'en fait, t'es meneur et en fait, meneur, bah, t'apprends le jeu et tu t'apprends à dribbler et t'apprends à faire des passes et des trucs comme ça. Donc, ça te donne un bagage. Et puis, je trouve aussi c'est quand même plus amusant d'apprendre à jouer extérieur, tu vois. Des fois, je vois des intérieurs qui font, tu sais, les Mike and Drill. Ouais, mais je me dis, mais on te fait faire ça à 13 ans. Mais moi j'aurais arrêté le basket. Ah oui, il faut le faire une fois que. Bah, bon, moi, là, ça y est. J'aurais arrêté le basket. Hein. Les gars, laissez-moi faire du golf. Hein. Non, mais terrible. Non, mais oui. Jouer un panier, faire ça, je serais allé au golf. Bref. Équipe de France, jeune. Ouais, avec première avec toi. Ouais, exactement. Moins de 18. Ouais, l'enfer. Attends. Déjà, je sais pas toi, mais moi quand même, j'ai pas été au pôle. On n'a jamais rien fait de sélection avant U18. Ouais. Et là, le fait, d'être dans les meilleurs Français à cet âge-là, même si on nous disait qu'on avait une génération qui était assez faible, c'est quand même, moi, c'était quand même une grosse fierté. Après, l'ensemble de la compétition, moi, j'ai toujours dit, les gars, les équipes de France l'été, des fois, c'est quand même. Enfin, moi, ça a toujours été long, tu vois, pour le coup. Ça a été long, ouais. C'était long. J'ai toujours trouvé surtout ça. En jeune, ouais, c'était long. Ouais. Je trouve les règles.
quand t'as pas été habitué peut-être très tôt à aller dans un pôle espoir, tu vois, de toujours s'habiller pareil, de toujours. Ouais, je comprends. Si lui il dit jaune, faut tous dire jaune, même si tu sais que c'est pas jaune, mais c'est vert, tu vois. C'est des trucs, moi, ça m'a toujours. Des fois, je comptais un peu les jours, quoi. Tu le vois aujourd'hui en pro, quoi. C'est que dès qu'il y a trop de règles, c'est bon, on n'est plus des gamins, quoi. C'est embêtant. Après, on t'habitue comme ça, c'est la règle, tu sais, c'est militaire un peu ce que tu dis. En fait, tu te rends compte. En plus de ça, c'est débile en fait. Quand tu as d'expérience et tout, c'est débile. Alors ils veulent apprendre en fait, ils font ça pourquoi ? Parce qu'ils veulent apprendre la rigueur aux gamins. Mais est-ce que t'es pas mieux dans tes chaussures quand t'es un peu plus libre, un peu plus apaisé ? Tu sais, les règles de plus de portable à telle heure, c'est quoi ? Enfin, tu vois ou pas ? U18, on n'avait pas le droit au téléphone après téléphone. 20h, je crois. Avec l'histoire d'Andrew, et c'était quoi ? Non, je sais plus ce que c'était. Moi, j'avais j'étais le seul à avoir les iPod Touch. Ouais, oui, Et on avait le droit d'écouter de la musique, mais on n'avait pas aux iPhones. Ouais. Et quand Philippe Uri, il est arrivé, il m'a dit, j'ai dit non, mais ça c'était pas pour aller sur internet, c'est pour écouter de la musique. Et il connaissait pas trop encore. Ouais. T'imagines l'époque. Et je l'ai gardé, iPod Touch, il connaissait pas. Ouais. Donc mon gars Philippe Uri, pour tout ce que tu nous as fait subir, je suis bien content de t'avoir eu sur ce coup-là, tu vois. Ce qui est ouf, tu sais, moi avec Philippe Uri, j'ai vécu l'enfer, très honnêtement, sur le moment. Mais aujourd'hui, quand on se voit. Tu rigoles. Mais on parle que de lui. C'est nos meilleures anecdotes. Les meilleures anecdotes. On a vécu des choses ensemble. On a été quand même champion d'Europe ensemble. Mais on parle jamais de ça. On parle que de Philippe Uri. Parce que ce qu'il nous a fait vivre, c'est hors du temps, quoi. C'était trop marrant, quoi. Bah écoute, en vrai. Je suis en train de lire un livre là qui est assez incroyable. Il y a un chapitre dedans qui dit en gros, dans la vie, soit tu as un bon moment ou une bonne anecdote. Ouais, et c'est vrai. Parce que généralement, on parle de quoi ? Des trucs où c'était incroyablement compliqué. Même là, on va parler de tes coachs qui sont pas bons, tu vas parler des mauvaises années quand tout s'est bien passé. Lambda, tu les oublies. Tu gagnes des titres, mais tu parles pas de. Tu vois ? C'est ça, c'est exact. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. De toute façon, ouais. Et toi, tu as vraiment tout. Et tu vois, tu parlais des règles. Je me souviens encore en 2009, quand tu te souviens pas, on avait fait le voyage en Nouvelle-Zélande pour le championnat du monde, où on avait mis. Lunettes de luminothérapie pour le décalage horaire. Dans l'avion, tout le monde voulait dormir, les gars nous réveillaient pour pas qu'on s'endorme, pour vite prendre le décalage horaire en arrivant. En fait, on était arrivé une semaine avant. On avait joué les États-Unis à 10h du matin en poule. Ils nous avaient fait nous lever à 5h du mat pour être levés 5h avant. On avait mis les lunettes de la marche direct en se réveillant. Et là, t'arrives au self. Et donc, en fait, il y avait qui ? Il y avait Clay Thompson. Il y avait le frère Steph Curry. Gordon Hayward. Seth Curry. Il y a des gars comme ça. Et vous avez pas mis les lunettes. Et tu vois les mecs qui bouffaient des frites à 9h du mat. 10h du mat, frites, capuche, écouteurs, personne se parlait. Personne se parlait alors que toi tu crois encore que c'est bon. Tu vois ? Ouais, toi, faut se parler, il faut se parler, genre tous habillés pareil, nous on mange de la même manière, on débarrasse les tables de la même manière, on met l'assiette sur l'assiette. Tu te rappelles, il y avait des trucs comme ça, mais c'était plus en moins 18. Mais ce que je veux dire, c'était genre vraiment très militaire. Eux, ils arrivaient, ils cassaient tous les codes. C'est ça qui a été dingue. Tu vois, cette mentalité quand même, elle est pour ça. Franchement, vas-y, laissez-nous, laissez vivre les gamins. Tu vois, je pense que il y a rien de mieux parce que eux, ils arrivaient, chacun de son côté. T'en avais 3 au sel, 3 qui étaient là. Peut-être les autres, ils étaient même pas tous là. Peut-être ils faisaient ce qu'ils voulaient. Derrière, ils bousillaient tout le monde. Gros. Ils ont gagné le championnat du monde sans forcer. Ils ont peut-être galéré un peu contre la Grèce. Ouais, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Mais déjà, tu arrives déjà à ce que tout le monde arrive à l'heure. Oui, voilà, c'est déjà bien. Minima, voilà. Et après, le reste. Mais c'est vrai que toi, tu as vraiment connu entre U18, U19, U20. Tu as connu la première année où c'était l'enfer, la deuxième année où c'était mieux, et troisième année où tu as explosé et tu as été énorme. Comment tu as vécu un peu cette transition ? Et notamment U20, où tu passes en 5 ans dans Paul Lacombe, tu vois, personne calcule. Et là, en U20, on commence à te parler de NBA peut-être. Tu vois, même si c'est pas comme maintenant. Mais on commençait quand même à t'en parler un peu, quoi. L'évolution a été assez dingue. Comme tu dis, en fait, j'ai toujours été... j'ai jamais été le meilleur de ma génération. Meilleur même du secteur ou quoi. Tu vois, j'avais été déclassé en moins de 15, j'avais été déclassé par Malela Mutual et Elio Sadikou. Tu te souviens des deux ? Il était bon, ils étaient 2,91. Tu vois, et ça fait mal. Derrière, tu arrives en moins de 18, donc la première année, moins de 17, tu vois, lambda. Et en fait, l'été, c'est cet été-là où je prends un peu de gabarit, je grandis un peu et surtout, je commence à prendre un peu de jump. Tu vois, je prends un peu de qualité athlétique et tu vois, purée, je peux dunker maintenant, tu vois, quasiment du jour au lendemain. Et du coup, je me fais plaisir, appel en équipe de France, mais encore une fois, je
Je suis à peine dans les rotations à me faire tailler parce que ces accents de Philippe Uri où tu prends un shoot, tu rates, mais il est nul, sors-le, mais sors-le. Et toi, tu reviens, tu as 18 ans, comme ça, tu le regardes, tu fais, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Je dois défendre, mais quand même, tu vois, tu dois pas oublier. Bref, donc à être un peu, voilà, vraiment un 10e homme, moins 19, pareil, tu vois, je suis dans l'effectif, c'est déjà bien, tu sais, en plus. Moi, mon ambition, c'était juste prendre du plaisir. Tu portes le maillot bleu, je suis content. Tu fais un championnat du monde en Nouvelle-Zélande, c'est génial, tu vois. Et après, l'Asvel, espoir, je prends beaucoup de confiance, où je fais une grosse saison espoir. Vincent Collet, surtout. Moins de 19, surtout le plus gros truc qui se passe dans ma carrière et qui va me suivre toute ma carrière derrière, c'est l'arrivée de Vincent Collet à l'Asvel. Vincent Collet, au fur et à mesure de l'année, il commence à me faire confiance, à me donner des minutes en pro. Et à la fin, je jouais même plus en espoir et je jouais un peu en pro. Je fais quand même le trophée du futur avec les espoirs, mais tu vois, je jouais quand même des minutes en pro régulièrement. Et là, je bifurque sur le championnat d'Europe moins de 20. Et puis en plus, championnat d'Europe moins de 20, pour être très honnête, toi tu le sais, on en avait déjà parlé, mais c'était Aimé Toupane le coach. Et direct, il me donne quasiment les clés du camion avec Andrew. Ouais. Et toi, tu avais mal vécu, ce qui est normal, parce que toi, tu étais t'étais l'un des joueurs majeurs de moins 18, moins 19. Et cette année-là, alors que tu jouais en pro, à Chalon, je jouais qu'en pro. Ouais. Tu jouais qu'en pro, tu jouais même pas en espoir, tu jouais qu'en pro, et il te déclasse un peu de statut dans l'équipe. Je me souviens très bien. Après, c'était pas ça le problème, c'était plus l'honnêteté. Ah ça, après, ça, tu vois, ça, j'en sais rien. C'était plus l'honnêteté et même Laurent Villa, tu vois, il y a quelques trucs... Après, tu sais, maintenant, avec le... Je sais pas, je te pose la question, avec du recul, tu sais qu'il y a des choses qui sont pas toujours évidentes à dire. Est-ce que s'il t'avait dit différemment, il t'aurait pas aussi perdu? Tu vois ce que je veux dire? Il m'a perdu. Hein. Il m'a perdu. Ouais, dans tous les cas. Et ils ont peut-être essayé d'une manière qui n'a pas marché. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est... tu vois, c'est des trucs, des phrases où même, t'es champion, t'es content. Tu te dis, parce que tu sais, quand t'arrives en quart de finale, on s'en fiche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, maintenant ça y est. Ouais. Tu veux juste gagner. Ouais, tu veux gagner, t'es content. Demi-finale, tu veux gagner, t'es content. Finale, tu veux gagner, t'es content. Ouais. Et que le lendemain, on te sort encore un truc. Tu te convoque à l'aéroport, qu'est-ce qui te manque pour jouer en pro? Bah, en fait, rien, mec. Rien, si tu veux juste, tu m'as utilisé d'une certaine façon, c'est ton choix, t'es coach, ok. Ouais. Mais tu vas pas commencer à essayer d'avoir ma confiance en moi en me disant qu'il me manque quelque chose, en fait. Non. Ouais, en plus, tu joues en pro. Je joue en pro. Tu vois. Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça qui me font dire que des fois, chez les coachs, notamment à un jeune âge, il y a quand même une certaine manipulation pour un peu aussi dire c'est pas de notre faute en fait, tu vois. Ah, mais alors que ce qu'un coach ne comprend pas généralement, c'est que les joueurs, il n'y a pas que des génies. Ouais. Mais si tu lui dis écoute, j'ai un choix à faire et je le fais, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais c'est mon choix, bah, le joueur il a plus tendance à l'accepter que si tu commences à lui expliquer que non, ça il te manque ci, il te manque ça, tu vois ce que je veux dire? Complètement. En fait, c'est juste ça. En fait, parce que là, en faisant ça, il va te donner des trucs de l'espoir, en disant bah voilà, ok, d'accord, bah vas-y, je fais ça. Si je fais les efforts là, il n'y a pas de raison que je joue pas. Alors que s'il est honnête avec toi, ok, bah là, non. Tu fais purée, tu sais, tu prends une porte directe, mais au moins tu sais où tu vas. Ouais, exactement. Fois, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que c'est marrant aussi, tu vois, ces années où. Et très tôt, tu comprends que quand tu as des coachs qui vont bien t'aimer, ou d'autres, tu vois, des fois on se dit le joueur, qu'est-ce qu'il a? Il a changé de club. En fait, non, des fois c'est vraiment juste l'opportunité. Et ça, je le pense sérieusement, qu'il y a quasiment pas de mauvais joueurs. Mais attention, je veux pas aussi entendre les mecs qui ont jamais travaillé de leur vie et qui te disent si j'avais eu le bon coach, je serais en NBA. Non, au bout d'un moment, il y a quand même un minimum de travail, il y a un minimum de critères, etc. Mais passer un certain cap. Je pense que, tu vois... beaucoup d'histoires d'opportunités. On va en parler plus tard sur ta carrière, mais c'est exactement ça. Toi, dans ton jeu, tu en as parlé avant de coupe ligne de fond, là, de backdoor, etc. Ouais. Tu es peut-être un des meilleurs joueurs sans ballon de l'histoire du basket français, tu vois. C'est vraiment... Il y a cette coupe ligne de fond... Comment ça te vient, un truc comme ça? C'est un truc, tu l'apprends pas, non, je l'ai pas appris, je l'ai développé au fur et à mesure, mais c'est vraiment assez instinctivement. Je pense que c'est quand même dû à maintenant, tu vois, je suis un joueur, j'ai 35 ans, je m'en fous, mais je pense que j'ai un IQ basket beaucoup plus élevé que beaucoup de joueurs. Ah oui, normal. Et au début, tu vois, quand t'es jeune, on le met pas forcément en avant. On dit pas, il a un gros IQ parce que t'as 20 ans, 22 ans, tu vois. Mais je pense que j'ai toujours
était au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Et c'est ce qui m'a permis de développer mon jeu. Et surtout, moi, je suis beaucoup moins shooter que toi. Je suis pas le pire des shooters, mais surtout au début de carrière, j'avais pas du tout confiance en mon shoot. Vincent Collet, c'était pas le meilleur pour ça, pour te mettre en confiance dans les domaines où tu avais du mal. Il était bon pour te mettre en confiance dans les domaines où tu excellais. En tout cas, moi, il m'a mis en confiance dans mes domaines où j'excellais. Tu vois, le jeu pick and roll et le jeu sans ballon. Il a réussi à me donner des tips et tout pour l'améliorer. Après, dans les domaines, tu vois, dans le shoot où j'avais du mal un peu en début de carrière, c'était pas le meilleur des conseils. Désolé, Vincent. Il m'en voudra pas. Mais explique. En fait, il a vraiment une façon de dire. Ouais, en gros, il va t'expliquer, tu vois, par exemple, si tu n'arrives pas à comprendre son discours, il va te dire, tu vois, là, sur cette situation, je shoot pas. Et parce que le gars à côté est plus adroit. Parce que le gars à côté est plus adroit, parce que le jeu veut pas que tu shootes, parce que t'es pas Nicolas Lang et le jeu veut pas que tu shootes. Tu vois, par exemple, tu peux être, genre par exemple, une situation, on vient de rater 3 shoots, on vient de faire 3 mauvaises attaques. Et moi, Paul Lacombe, je reçois le ballon tout seul, par exemple, en transition ou en contre-attaque ou quoi, à 3 points. Bah là, faut pas que je prenne le shoot. Tu vois, si c'est Nicolas Lang, tu prends le shoot. Si c'est chez moi, à Nanterre, Lucas Dussoulier, Jérémy Senglin, tu prends le shoot. Paul Lacombe, non, tu prends pas le shoot. Tu vois, maintenant je le comprends, je sais pourquoi. Ouais, mais j'ai déjà vu des gars aussi mentalement, tu vois, et maintenant avec le recul, je trouve que ça fait tellement de sens. Mais ça a du sens. Mais je comprends aussi que des fois ça tu vois, ça bloque. Et donc du coup, c'est le premier à le dire des fois qu'il n'a pas su trouver les bons mots. Et si tu comprends pas, en fait au début tu comprends pas toujours. En fait toi tu restes bloqué sur je ne shoot pas. Tu vois, c'est pas ce qu'il te dit. Mais tu restes bloqué sur ne shoot pas. Donc en fait, quand tu essaies d'apprendre plein de choses, tu commences à comprendre l'environnement du monde professionnel, le jeu, comment il se déroule, machin et tout. Mais toi, le gars, il te dit ça, ah putain, merde. Tu sais, donc en fait, la seconde où le truc. C'est trop marrant que tu dis ça parce qu'un jour, on a joué Dijon, il faisait zone. Ouais. Et il y avait moi et Jarel Eddy. Tu te souviens, Jarel Eddy, il l'envoyait. Ouais. Et il a commencé à nous dire un truc genre, pensez que vous allez louper vos shoots. Et là, on commence à se regarder comme ça. Ouais. Parce que ça voudra dire qu'il faudra trouver d'autres solutions et pas que rester sur l'adresse. Ouais. Tu vois, et ça veut dire qu'en plus, il faudra bien défendre, il faudra trouver d'autres solutions. Et sur la zone, prenez pas direct le premier shoot parce que c'est ce que la défense veut, chercher les high-low. Tu vois, et en fait, tu comprends. Mais avec Jarel Eddy, à un moment, c'est regardé, on dit. Mais en gros, il veut pas qu'on shoot, quoi. En fait, première passe. On voit en fait, tu vois, et la zone, ça va exploser, tu vois. Donc en fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est le discours, le fond. Je comprends à 100%, mais c'est vrai que des fois la forme sur le moment, tu vois, et notamment un Quinry qui arrive. Ouais, tu vois, il va te regarder comme ça. On lui a toujours dit, dès que t'as la balle, t'envoies. Et là, attention, trouve un peu de patience, tu vois. Donc tu vois, donc pour en revenir à tout ça, c'est pour ça aussi que j'ai développé mon jeu sans ballon et j'ai compris assez rapidement 2-3 tips. Et tu vois, moi, je suis assez en plus maintenant, avec depuis l'arrivée de Steph Curry, t'as quasiment plus personne qui joue, tu vois, de jeux sans ballon. Maintenant, tous les gamins... Et puis, de toute façon, si tu regardes en Pro A, aujourd'hui, quasiment, quand tu as une équipe de 10 joueurs, quand tu scoutes une équipe de 10 joueurs, tu te rappelles, il y a 5-6 ans, tu disais, tu en avais 5 qui pouvaient shooter, 5 quasiment qui ne pouvaient pas shooter. Aujourd'hui, tu en as quasiment 7-8 qui sont... Tu en as 6 qui sont bons shooters. Tu en as 2-3, spot-up, ils vont mettre dedans. Et t'en as 2, peut-être 2 dans certaines équipes que tu peux laisser shooter. Mais qui peuvent quand même mettre. Mais voilà, tu vois, avant c'était beaucoup. Et tu vois, et en fait ça a changé. Donc maintenant il y a beaucoup moins de jeux sans ballon parce que les gars restent beaucoup plus au large. Mais du coup ça ouvre beaucoup plus de choses, tu vois, pour d'autres. Mais du coup c'est pour ça aussi, voilà. Mais moi quand je regardais ces coupes, à un moment je me suis dit putain, mais attends, 6 points gratuits. Ouais, c'était gratos. Et je me suis dit bon, je vais essayer. Mais dès que j'ai essayé, il y avait un mec. Ouais, mais tu vois, donc c'est pour ça aussi que tu vois, c'est pas si facile. C'est pas simplement tu coupes et. Non, parce que déjà, tu veux que je t'explique. T'as 5 minutes. On mettra la vidéo en même temps, on fera une tablette. Ouais, il faut. Ouais, non, mais moi j'avais mon truc. Tu vois, par exemple, un système corne, donc dans l'axe où moi je suis à l'opposé, donc je suis dans le corner et mon meneur part à l'opposé de moi. Okay. Ça, c'est mes meilleures coupes. Parce que mon gars va être en last, va être dans la raquette, logiquement. Et il va être focus sur le big man, l'arrivée du big man. Ouais. Tu vois ou pas? Et donc à un moment donné, il va forcément tourner la tête. À ce moment-là, je pars. Mais je pars pas vers le panier. Moi, je faisais mes coupes de l'autre côté. Ouais. Tu vois, genre bas de raquette, mais de l'autre côté. Côté ballon, du coup. Côté ballon. Ouais. Tu vois, le spot des big men, en fait. Et après, c'est là où je travaillais de ouf sur mes flotteurs et tout. Mais du coup, je partais là. Et en fait, au moment où le gars il tourne la tête, moi, je suis déjà là-bas. Et en fait, ça ouvre l'angle de passe. Au meneur toi. ou à moi, ouais. Voilà, au grand. Et au pire des cas, normalement, comme moi je suis un peu moins shooter,
tu peux ouvrir aussi ton shooter à 45. Tu vois ou pas? Donc en fait, ma coupe en plus, elle implique, à part si tu as ton meneur qui s'enfonce un peu trop, là tu peux foutre la merde. Mais la 3/4 du temps, ton meneur, en fait, aux sorties de pick and roll, il voit que tu es soit tout seul, soit ça crée un décalage. Donc en fait, en termes de spacing, il est bon parce que tu casses pas le spacing. Et en plus de ça, ça crée plein de possibilités pour ton meneur. Ouais. Et mes meilleures années, je pense qu'on en parlera après, mais c'est avec DJ Cooper. Ouais. C'était dingue. Tu m'étonnes. Quand t'as un gars qui s'est coupé, t'as DJ Cooper qui voit tout. C'était t'es obligé d'avoir la balle, quoi. Ouais, et tu parlais de ton shoot avant. Ouais. J'ai regardé un peu l'ensemble de ta carrière. C'est vrai que ça part dans tous les sens. Ouais, t'as une année à 43, t'as une année à 18, 18%, 43%. Là, on sent quand même depuis 2-3 ans, enfin, dans le pourcentage, c'est 35 à peu près. Ouais. Ouais, cette année, c'était 35 de ce que j'ai vu. C'était 35 cette année? Ouais. J'ai dû commencer en plus, je devais être à 13-14 sur les 3-4. 13 sur 14 Non. 13-14%. Ok. En début de saison. Ok. Mais au-delà de ça, tu vois, sur l'impression visuelle et l'impression de la confiance, on sent que tu as quand même passé un cap depuis peut-être 2-3 ans, je dirais. Ouais, déjà, c'est ton père qui m'avait taillé par rapport à ça d'ailleurs. Parce que j'avais fait une interview à Strasbourg où moi j'ai donné beaucoup de crédit à Miko Larkas. Ouais. Il m'avait rien changé, mais il m'avait donné 2-3 tips, 2-3 explications. J'avais fait un gros taf, je travaillais énormément avec lui. Et j'avais pris énormément de confiance cette année-là. Après, tu sais, en fait, je pense que le sport de haut niveau, dans toute sa globalité, dans n'importe quel sport, tu prends de la confiance sur la répétition. Et voilà. Et donc là-dessus, j'avais pris de la confiance et je me sentais mieux. Et puis surtout, aujourd'hui, je pense que tu arrives à un certain âge où moi, ma sélection de shoot. Moi, en plus, je suis pas un joueur. Moi, si je shoot 2 fois dans le match, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Et ça qu'est-ce me va. que Donc, maintenant, en fait, ma sélection de shoot, elle est beaucoup meilleure. Par rapport à ça, t'aimerais changer, tu vois, si tu t'avais nouveau 18 ans, que le shoot, c'est ton point faible, qu'est-ce que tu ferais maintenant différemment? Déjà, je bosserais beaucoup plus dessus. Tu vois, j'ai pas assez bossé. Tu vois, par exemple, quand j'allais bosser à la salle étant plus jeune, tu vois, j'ai eu une période vraiment, en étant très honnête, ça serait de mentir à tout le monde si je disais j'ai toujours été un bosseur de ouf. Tu vois, parce que j'écoute tous tes podcasts et t'as l'impression que tous les gars, c'était Kobe à aller à 5h du mat. T'as déjà vu le reportage sur la Reddit Team, où les mecs ils rentrent de boîte ou je sais pas d'où et ils voient Kobe partir, tu vois. Ouais. T'as l'impression que tous les gars qui passent dans ton podcast, c'est Kobe. Donc là, t'es le premier qui... Non, moi j'ai pris conscience, tu vois, et donc étant jeune, j'ai pris conscience de l'importance du travail individuel un peu tard. Je l'ai pris ma dernière année à Strasbourg, donc j'avais déjà 26 ans. Avant, je venais à la salle, mais tu sais, pour pour avoir bonne conscience et faire plaisir au coach. Mais j'étais pas assez assidu à ce niveau-là. Et donc, du coup, ce que je dirais à moi plus jeune, je lui dirais déjà, travaille plus sur ton shoot. Fais de la répétition, tu vois. Fais de la répétition. Même si, tu sais, tu seras jamais un shooter de sortie d'écran ou quoi que ce soit. Tu vois, mais déjà, du spot-up, fais de la répétition. Et surtout, moi, l'un de mes plus gros défauts, c'est que mes épaules, tu sais, partaient un peu en arrière, quoi qu'il arrive, tu vois. Et donc, garde les épaules droites. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Tu vois, à mon fils qui a 11 ans, il joue, j'essaie de pas trop intervenir, mais quand je le vois, il part souvent en arrière. Je dis non, vas-y, essaye de te concentrer là-dessus, c'est important. Ouais, peut-être parce qu'il met la balle façon très Mincham. Ouais, sous le... exactement. Que t'as pas de force. Comme ça, et donc bam, alors qu'en fait, tu auras la force, quoi. Donc voilà. Et tu parlais avant de Vincent Collet, donc c'est lui qui te donne ta chance en pro. Ouais. Tes premières années pro à Lasvel, parle-nous un peu de cette équipe magique. Cette équipe magique avec Pops Mensah Bonsu, Matt Walsh. Déjà, je commence ma carrière pro avec Bobby Dixon à Lasvel, où tu sais, il se fait couper. Ouais, où Vincent, il a parlé dans le podcast. Ouais, voilà. Ouais. Et il se fait couper. Et tu sais, t'as Curtis Borchardt. Il en a parlé dans le podcast. Tu vois, le gars, un gars qui te fait des cookies à 500 000 K. Maintenant, à 500 K, il y en a plusieurs dans le championnat, mais à cette époque-là, c'était une révolution, tu vois. Ouais. Donc, Lasvel venait d'être champion et part en Euroleague avec de l'ambition, tu vois. Ambition d'aller au top 16. Et donc, Curtis Borchardt qui se pète après 3 matchs. Et tu vois, moi, c'est cette année-là où je suis un peu lancé. Donc, tu sais, tu commences à avoir un peu des trucs de fou, tu vois. Et l'année d'après, je crois que c'est l'année d'après. Ouais, où t'as. C'est l'année d'après où Vincent il se fait couper en cours de saison. Où t'as Clifford Ammons en meneur. Donc, attends, je vais faire l'inverse. T'avais 5 jeunes. T'avais moi, t'avais Léo Westerman, t'avais Edwin Jackson, t'avais Kim Tilly et t'avais Bengali Fofana.
5 jeunes, tu vois, vraiment, genre Kim, il venait de la fac, Léo, il venait de Ouais. l'INSEP. Edwin, s'était déjà, tu vois, il avait quelques années derrière lui, mais voilà, moi, c'était ma première année professionnelle. Et ils avaient mis à côté 5 gros salaires. Donc, tu avais Clifford Ammons qui disait jamais rien. Jamais rien. Il parlait jamais. Ouais. Il était là, il venait, il faisait son taf, il repartait. Jamais rien, tu vois. Au début, tu avais Angel Vassalo. Ah ouais. Eddie Vassalo, où il a jeté son Son fait, maillot, il voulait le couper. En gros, ouais. en fait, il voulait le couper, tu vois. Il voulait le couper. Et après un match, tu sais, il est vénère. Tu sais, tout le monde enlève son maillot. 3/4 des joueurs enlèvent Ouais. leur maillot après le match et les mettent par terre. Moi aussi, quand je suis énervé, c'est généralement, je sais pas pourquoi, il y a un tic nerveux Bah, que quand tu t'énerves, t'enlèves ton maillot en même temps. tu vois. Et bah, t'as beaucoup de gars qui font ça. Donc lui, il fait ça, bam, il est vénère, on vient de perdre et tout. Faute professionnelle? Ils l'ont fait, mais ça n'a pas marché. Ah, Ils l'ont dire, fait c'est passer en faute abusé, professionnelle, tu vois. Ils l'ont coupé, mais en fait, ils voulaient le couper, tu vois. L'équipe, ça marchait pas suffisamment avec cette fameuse déclasse. Je suis sûr que tu t'en rappelles où Ali, il avait dit premier match de la saison, on perd contre Dijon. Et Ali, il avait dit, oh, vous verrez, en fin de saison. Mais Je Ali, sais, il était là. avait dit- ouais, C'était il l'année avait d'avant, Ali. non? Non, Ali, il est là. Mais Ali, il Ali- fait les 2 ans, il est champion, il est fait l'année d'après. Et cette année-là, Amara, il part en. Mais Ali, il a pas joué avec Pop, c'est tout. Ah, c'est l'année d'avant, ça. Ouais, c'est l'année d'avant, ça. Ah non, c'est l'année d'avant. Ouais. Ah, j'ai confondu. Tu Ouais. vois, ouais, Angel Vassalo, c'est l'année d'avant. Pardon. Ouais. Et oui, après, il part. Oui, bon, alors, je refais. Donc, Clifford Ammons et il y avait Matt Walsh. Matt Walsh en arrière. Putain, un malade, un fou. Un gars tellement talentueux. Il avait fait, je crois, un match 22 passes. Ouais, 22 passes. Un gars tellement Un surfeur. talentueux. Non, mais tellement fou dans sa tête. Complètement malade. Complètement fou. Après chaque match, il était vénère parce qu'il ne s'entendait pas avec Nordin. Tu sais, après, c'est Nordin Grip qui a pris la relève. Il ne s'entendait pas avec lui. Après chaque match, il disait, vous ne me verrez pas lundi. Il s'embrouillait tout le temps avec Skeeter. C'était notre assistant, Skeeter Jackson. C'était catastrophique. Et lundi, Après, il revenait. et lundi, il revenait. Tu sais, comme ça. Tu sais, hop, ciao, what's up, guys. Tu vois. Et ridicule. Tu sais, au bout d'un moment, on faisait plus attention. Après, en poste 3, tu avais Mike. Ouais. Mike, c'était cool. C'était cool. C'était, tu sais, ton gars, le français d'expérience et Mike tout, qui est avec Gelabal, tout toi, le Mike monde- tout le Gelabal. monde respectait. C'était trop bien. Ouais. Après, tu avais Jefferson. Devon Jefferson, merci. Un alcoolique notoire. Je pense qu'au façon, il va pas me. Je suis très curieux de savoir ce qu'il devient aujourd'hui. Ça doit être compliqué. Non, mais lui, c'était dingue parce C'est Léo qui que disait dans le podcast qu'il avait toujours son verre de. il avait son verre, Dans son gobelet, il mettait de son l'alcool à gobelet de l'entraînement. coca. Tu te rends compte de ça? Et il est arrivé. Le pire, c'est qu'il est arrivé. Des fois, il titubait un peu, mais il bousillait tout le monde. Bah, c'est ça le truc, gros. C'était dingue. Je sais pas si t'as vu le reportage sur Lamar Odom, Non, j'ai pas encore regardé. mais on en parlait avec un de mes coéquipiers. On disait c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et de il est trop l'histoire. fort. Parce Trop que quand t'es crackhead et tu peux faire tes crackhead, t'es addict à la coke et tu faisais ce qu'il faisait. À moi, le lendemain de soirée, gros, il me faut une semaine pour m'en remettre. Et là, le mec est crackhead et il est Et il enchaîne. double champion NBA avec des vrais rôles et Ouais, tout. ouais, non, mais c'est. Écoute, bon, Et- on va pas dire aux jeunes de faire ça. Non, Surtout non, pas non, parce que non, vous non. n'êtes pas la Marodome. Ouais, ouais, Et puis ouais. surtout, le mec déjà. est ultra malheureux. Ouais, maintenant, franchement, bah, c'est une, ouais. c'est une Et- merde, c'est une merde, faut le dire. Ouais. Mais Et Devon Jefferson, à mon avis, je donne pas cher de sa peau aujourd'hui, Ouais, ouais. à mon avis. Et derrière, en poste 5, au début, on a Andreas Zizic, qui n'était pas fait pour notre championnat, alors que le gars jouait au Maccabi, jouait, tu vois, il était en plus derrière, je crois, il repart au Maccabi, je crois, tu vois. Et derrière, ils prennent Pops Mensah Bonsu. Non, mais un 5, le 5 majeur, mais le niveau de ce 5 majeur était dingue. Si nous, on avait un peu plus de bouteilles et d'expérience, on avait une équipe mais de malades, tu vois, mais nous, on n'était pas prêts, pas forcément prêts. Et puis voilà, et donc Vincent se fait couper en cours de saison, donc, mais ça t'apprend vite la vie. Hein, Ouais. Et derrière, c'est Vincent, Pierre-Vincent. Pierre Vincent qui arrive, pardon. Ouais, donc, et ouais, sur ton premier passage à Lasvel, tu fais quoi 3 ans pro? Ouais, 3 ans pro, mais sans une vraie progression, sans une vraie, tu vois, continuité. Pas ouf. J'ai vécu des trucs de ouf parce que cette saison, après, il y a le lockout où il y a Tony et Ronnie qui reviennent. Donc, tu sais, quand tu as 22 ans, 23 ans, de jouer avec eux, c'est assez Ouais, tu joues avec exceptionnel. Tony Parker Prime. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième année où on est une équipe très moyenne. On ne fait pas les playoffs. On est une équipe très moyenne. Mais pendant l'année, tu as quand même Tony et Ronnie. Et l'année d'après, tu vois, ils veulent repartir sur un nouveau cycle. Ils font venir Amara et Georgie. Et tu commences ta carrière avec Amara et Georgie. Puis c'est exceptionnel. Exceptionnel. que Tu vois, des c'est débats, les- que des débats. que des débats. J'ai appris les débats là. J'ai appris que tu ne gagneras pas des débats, que tu pouvais parler et avoir tous les meilleurs arguments du monde, le montrer, le prouver, mais que à la fin tu ne gagneras pas. Contre Georgie. Contre Georgie, et le pire, c'était Amara.
aussi. Non, Amara, ça va, mais quand il y avait Edwin qui se mettait dedans, ouais, mais par contre, t'étais exceptionnel. Tu rigolais, quoi. Tu faisais, tu sais, un 7 heures de bus, un 7 heures de train, tu le voyais pas passer, quoi. C'était fou. Et après ta dernière saison, c'est vrai que j'ai vu que ta dernière saison, je crois même ça, statistiquement à Lasvel, c'était limite la moins bonne. Ouais. Tu vas à Strasbourg. Ouais. En plus, je pense que c'est un peu sur ces années-là, c'est un peu la bascule, je pense, tu vois. Ouais. Soit tu as appris le pli et tu peux trouver encore un club en Pro A. C'est ça. Ou des fois, je pense que là, tu n'es peut-être pas loin de la Pro B si, selon Exactement. comment pouvait se dérouler le marché. Bah, tu vois cette année-là, l'intersaison, j'ai soit allé à Antibes avec Jean-Aimé Toupane. Donc en Pro B Non, ils étaient en Pro A encore. C'était Pro A. Ou soit d'aller à Strasbourg. Ok. Et moi, j'estimais que j'avais pas fini, entre guillemets, ma formation, ou j'avais pas fini d'apprendre par Vincent, donc je voulais absolument retourner voir Vincent. Quitte, tu vois... à moins jouer. Ouais, et c'était ça, le deal, c'était en plus, on partait en Euroleague, c'était vraiment, il m'a dit, bah tu viens, je te prends, t'es 11e, mais je te garantis rien, tu vois, aucun problème, vas-y, viens. Alors qu'à Antibes, j'étais dans la rotation tout de suite et tout. Ouais. Mais tu vois, je pense très clairement, de par mon style de jeu, de par la personne que j'étais, même à ce moment-là de ma vie, tu pars en Antibes, je fais pas du tout cette carrière. Tu finis dans la night. Bah, hein. Tu finis dans la night. Ouais, bah, j'aurais peut-être pas mal fini au final. Ouais. Tu vois, non, mais ça aurait été bien parce que ma femme, elle vient de Nice, donc ça aurait été cool, tu vois. Mais non, mais en termes de sportivement, c'est sûr et certain. Ouais. Sûr. Et Strasbourg, là, surtout que tu arrives dans un. Bon, ils venaient de faire la finale, si je dis Ils venaient pas de faire la finale, ouais, Nanterre, où exactement. ils avaient perdu. Ils avaient perdu, mais et là, tu arrives dans un quand même. cycle exceptionnel. Exceptionnel. Ils font venir Antoine direct, avec qui j'avais été au pôle. Il y a Bengali, Bengali, ils font venir Bengali du Havre. Donc je vais partir avec Bengali, avec qui j'étais en formation. Il y a Axel Toupane, que je connaissais un peu de soirée. On avait fait des soirées ensemble, mais voilà, je le connaissais vite fait. Et Romain Duport, en français. Ouais, non, mais exceptionnel. Et Jérémy Leloup. Et puis en plus, vous avez toujours eu des bons Américains aussi. On a eu Lou Campbell qui a managé ça pendant 3 ans. Non, mais c'était magnifique. De toute façon, Vincent, c'est ces années où il a le mieux marché, c'est quand il a eu des joueurs, quand il a le mieux sélectionné les hommes, tu vois, avant les joueurs. Parce que lui, tu vois, pour moi, je me suis souvent posé la question, quelle est la valeur dans notre championnat d'un Lou Campbell, tu vois. Pour moi, je le voyais tellement fort, mais est-ce qu'il va laisser, tu vois, est-ce qu'il a laissé vraiment une trace indélébile dans notre championnat, tu vois, je pense pas tant que ça. À Strasbourg. Ouais, chez nous à Strasbourg, seulement, tu vois. Ouais. Mais moi, quand j'y étais, je me disais, mais tu te rends compte, on a dominé quand même pendant ces 3 années-là le championnat. Mais moi, je le voyais, mais vraiment, tu sais, je me disais, genre, c'était le go-to guy. Oui, après, c'était aussi sa façon de se comporter. Ouais. Tu vois, toujours classe. Ouais, très Kobe dans ses attitudes. Ouais. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, il avait fait une phase en 2016, là, quand on perdait 2-0 avec Lasvel. Et nous, on va sur je sais pas si c'était Instagram ou un truc, et on voit, vous gagnez 2-0. Et on voit Lou Campbell. Ouais, Team Dinner, mais ça c'est ok. Mais on voit Lou Campbell qui est allé au Rhenus genre à minuit. Tu vois, genre en mode le taf il est pas fini, il est allé à minuit. Bon, nous on était à 10 000 lieues de penser qu'on pouvait encore gagner, tu vois. Mais genre on a vu ça, j'avais pas trop compris, tu vois. Mais j'ai toujours kiffé ce gars-là. Il était vraiment dans ses attitudes. Tu sentais que soit c'était genre. Non, tu sentais qu'il voulait. Comment on dit, il fait du mimétisme. Il faisait du mimétisme par rapport à Kobe dans ses attitudes. Tu vois, même après à Levallois, avec une équipe jeune, il avait aussi bien mené le truc. Et après, tu vois, mon assistant là à Nanterre, Karim, il l'a eu à Fos-sur-Mer quand ils sont montés. Et il me dit, si on l'a pas, on monte jamais. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, j'ai toujours bien aimé ce gars-là. Et sur même le jeu que vous avez proposé pendant toutes ces années, tu vois, on en a parlé avec Vincent, il y a les finales, ok. Mais je veux dire, tu as laissé plus d'émotions aux gens de perdre toutes les finales proposées du jeu que tu vois sur la période. Je sais même plus. Enfin, ici, il y a Limoges qui a gagné 2 fois. Non, mais exactement. Tu vois, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Alors après, bien sûr, je pense que tu veux toujours gagner une finale. Ouais, mais tu vois, en fait, ce qui est le plus dommage dans cette histoire, très honnêtement, parce que moi, j'ai eu la chance après de gagner avec l'Asvel. Donc, du coup, tu vois, maintenant, j'ai moins ce fardeau sur les épaules. Mais à ce moment-là, la chose importante, c'est qu'il fallait gagner pour le club. Tu vois, le club, aujourd'hui, je pense qu'il aurait pris une autre dimension si on avait gagné à ce moment-là, parce qu'ils étaient à la recherche de la salle à ce moment-là, et c'était à 2 doigts de se faire chaque année. Tu sais, tu prends un titre, tu bascules, tu vois, dans un autre truc, dans un truc plus grand, tu vois, je pense très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, exactement comme tu dis, en fait, on a marqué
cette époque, de par le style de jeu aujourd'hui, tu vois à quel point c'est difficile de se démarquer par son style de jeu aujourd'hui. Tu vois, quand tu parles de ça, de style de jeu, tu penses à Paris un peu. C'est de ce que tu. Un truc différent. Voilà, Lizalo, il a apporté complètement différent. Tu vois, tous les coachs aujourd'hui, toutes les équipes, je pense pas les équipes, on s'en fout un peu nous les joueurs, mais les coachs, je pense, ils veulent tous arriver et dire, vas-y, moi, c'est le style de jeu, de machin, de ceci, de cela. Tu vois, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense que cette époque-là, purée, à la SIG, c'était quelque chose quand même, tu vois. Et comme tu dis, on n'a pas été champion, mais je pense qu'on a laissé une empreinte. Ah, ça fait un peu loser, les gars de Limoges, ils vont me tomber dessus encore par rapport à ça. Ça va être drôle. Non, je vais prendre ça va être drôle. C'est un peu loser, mais voilà, j'essaie de me rattacher quand même à un petit truc, tu vois. Non, mais t'as raison. Mais comment, par exemple, maintenant avec le recul, comment t'expliques, tu vois, que c'est jamais de tomber du bon côté? Regarde, il y a tellement d'exemples dans le sport. Comment t'expliques que Clermont, ils ont galéré tant d'années avant d'être champions dans le rugby, tu vois, par exemple. Ouais, mais maintenant, est-ce que alors, t'as toujours le facteur chance aussi? T'as un facteur, voilà, ça peut tomber du bon côté. Regarde, quand vous perd contre vous, le facteur chance, c'est Casper Ware. C'est que vous, à quel moment tu sais, t'amènes un gars comme ça, à quel moment tu te dis il va révolutionner à tel point ton jeu? Ouais, oui et non, mais tu vois, moi je sais aussi qu'après le match 2, nous on était tranquillement endormis, tu vois ce que je veux dire? On était tranquillement, mais il y a eu Martial Bellon qui commence à se mettre à genoux dans les couloirs en disant on va enfin gagner cette année. Ouais, mais tu vois. Et en fait, c'est des fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi eu des fois des petits trucs où tu te dis conclus avant de parler. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Ça t'as totalement raison. Mais très sincèrement, toi, Nico et moi, quand t'es joueur, à quel point ça t'impacte ce genre de truc? Tu fais attention, mais sans te faire attention. Non, tu sais, quand c'est toi qui perds, tu vas essayer de te rattacher au moindre petit truc qui se passe dans tout ce qui est extra sportif, où tu sais, oh purée, lui il a fait un vilain geste, vas-y, on va y aller à la carte. Tu essaies de rappeler tous les mecs, vas-y, on y va, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a dit, machin. Tu essaies d'être. Mais à quel moment tu dis, tu vois, quand tu fais avec ça. Ça, je suis d'accord avec toi, t'as le truc où tu peux toujours expliquer. D'ailleurs, c'est pour ça que les livres d'histoire, c'est toujours les vainqueurs qui les ont écrits. Et exactement. ça se trouve, ils ont tout remixé. Moi, le nombre de gars qui m'ont remixé des histoires, tu te dis, attends, mais j'étais là, ça s'est pas du tout passé comme ça. Exactement. C'est une chose. Mais toi, justement, avec ton expérience, est-ce que maintenant, il y a des moments où tu te dis vraiment, c'était juste pas de chance? Ou alors, des fois, tu te dis. Bon, là c'était un facteur. Est-ce que là on aurait peut-être pu faire différemment? Tu vois, donc moi je rejoins Vincent sur tout ce qu'il avait dit. Contre vous, ce qui se passe c'est assez irrationnel quand même. Très honnêtement, ça s'est jamais reproduit. Tu vois, tu perds 2-0, tu domines. On dominait toute la saison. On se fait bousiller le troisième match. Le problème de ce troisième match où on se fait bousiller, c'est que ça vous redonne un peu de confiance. Mais l'année d'après, ça a été inversé. Attends, mais je finis. Et le match 4, on le perd une possession. T'as un shoot de Rodrigue, tu vois, ça peut faire basculer le truc. Après, on perd le match 5 de rien aussi, mais on perdait de 20 points, bon, si tu veux. L'année d'après, le truc qui s'est passé, c'est un shoot de Jérémy Enzeli qui traverse tout le terrain, qui va mettre un pull-up. Ça, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais tu vois l'année d'après, quand on joue contre vous en demi-finale et que nous, on gagne 2-0. Ah bah oui, voilà, ouais. Et vous gagnez 3-2, tu vois, moi, maintenant, avec l'expérience, je sais qu'après à 2-0, je me disais, c'est bon, on va encore être champion. Ouais. C'est limite, c'est facile le basket. Alors, au lieu de se dire, non, là, les 10 premières minutes, c'est les plus importantes. Tu vois ou pas? Tu vois, tu commences. Forcément, tu sais, tu as un rôle. C'est ce qui s'est passé l'année de la finale. Je pense qu'il y a un gros relâchement sur le match 3 où tu dis, donc, après, avec le retour, tu te dis, ouais, vas-y, en fait, ce match-là, on l'a pas assez pris au sérieux. En fait, on a perdu clairement une opportunité de gagner. En fait, au lieu d'avoir 3 opportunités de gagner, il nous en restait déjà plus que 2. Et dans ces 3, tu redonnes de la confiance à l'adversaire. Mais c'est pour ça que c'est marrant. C'est marrant parce que tu disais que genre en mode, tu sais, le pire c'est que ils peuvent me dire ce qu'ils veulent les mecs, hein. Ouais. Mais personne n'était en mode, vas-y on peut encore le faire. Mais tu vois, vas-y viens on va jouer. Bien on ça joue. Se trouve, ce soir on est en vacances. Ouais voilà, tu vois. Et très honnêtement. Oh putain merde, on est à plus 20 à la mi-temps. Ouais. Tu vois, t'as même pas, t'as débranché le cerveau, t'es à plus 20, t'en as gagné un, tu te dis bon. Moi je me suis raccroché à ça, tu vois, quand mes finales. J'avais pas un grand rôle, mais mes finales contre l'Asvel quand on joue contre Monaco, tu vois, où on perd le premier match, mais tu sais, Monaco était fort, t'avais déjà Mike James, t'avais Dwayne Bacon, Alpha Diallo et tout, et on perd le premier match, et le deuxième, on les éclate, on leur en met 30. Et là, tu vois, par l'expérience, parce que je l'avais vécu contre vous,
je me suis dit, vas-y, là, en fait, on peut les battre. Mm. Tu vois, dans ma tête, je me suis dit ça, mais je sais pas du tout comment je sais absolument pas à la place des autres. Et en plus de ça, j'avais pas un rôle important. Je jouais quand même des bribes de minutes, tu vois. Vas-y, moi, j'étais là pour faire souffler les autres, tu vois. Mais dans l'absolu, je m'étais dit ça. Et tu vois, tous les gars qui vont te faire des scènes. Ouais, mais tu vois, moi, je savais parce que voilà, j'ai vu le post Instagram du mec. Tu vois, non, c'est faux. Et puis, tu sais que ça se passe pas comme ça. C'est juste, bah voilà, il y a ce truc-là. Et des fois, bah, il y a de l'irrationnel qui se passe dans le sport. C'est pas linéaire, tu vois. C'est ça le truc. C'est clair. Et derrière, tu pars à. Déjà, tu prends de plus en plus de responsabilités à Strasbourg. Complètement, ouais. Tu finis quand même encore sur une finale, mais c'est pas les mêmes responsabilités. Et puis, tu perds contre le chute de Jérémy Enzeli. Mais tu vois, on en a pas assez parlé parce que il faut donner du crédit aussi cette année-là à Jean-Denis Choulet, tu vois. Parce que bon, déjà ils avaient une belle équipe, tu sais, le recrutement qu'il fait. Non, mais attends, quand tu repenses à l'équipe après coup, ouais, elle est balèze. Hein. Et t'as Mousfal en fait. Ouais, t'as Mousse. Tu vois, qui défend pour tout le monde. Exactement. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Cette équipe, ouais. T'avais Len Saris, t'avais Jérémy, t'avais Robertson et t'avais Clark en poste 4. Parce qu'après, Clark, un peu, tu vois. Jamais fait une grosse enfin derrière tu vois c'est là ça a été là son mais souvent de toute façon en France t'as des équipes où sur le coup t'as pas l'impression qu'elles sont fortes ouais, et c'est quand après tout le monde va là-bas en Europe là-bas et que tu vois en fait c'est devenu des bons joueurs tu dis eux en fait ils avaient une sacrée équipe à l'époque quand même, exactement t'as totalement raison c'est ça, et à contre-coup tu dis purée il y a des équipes bon sang elles ont été championnes c'était quand même pas la folie quoi c'est juste sur le moment c'était une équipe quoi et d'ailleurs Jérémy son step back là tu vois quand il a signé à la SIG il y a un moment en vidéo, mais j'ai cru que c'était lunaire. Tu vois, Vincent Collet, tu sais comment il est quand il dit ça, c'est pas un shoot, ça tu peux pas prendre, tu vois. Ouais. Et il dit à Jérémy, Jérémy, ça c'est un shoot de merde, les step back ça fait pas gagner des titres, un truc comme ça. Et là je regarde Jérémy. Et j'imagine tellement. Il va dire quelque chose. Mais j'imagine tellement. Et surtout que c'était une période vraiment compliquée et tout. Jérémy, il était pas bon. Enfin, tu vois, il était pas dedans. Mais tu vois, Et là, il dit ça. Je dis, ils se rendent pas compte de ce qu'il vient de dire, en fait. Là, ils se rendent pas compte. Mais c'est drôle. Hein. Parce que, tu sais, en plus, c'était Lassie, l'assistant, à ce moment-là. Il m'a sorti la stat. Cette année-là, Jérémy Enzeli, il a mis un seul shoot à 2 points extérieurs de la saison. Tu te rends compte ou pas il en a tenté 10. Il y en a mis un, c'est celui-là. Comme quoi, en tout cas, il était et tu vois, moi, j'ai jamais eu, tu sais, un mec comme ça qui se déploie, qui se transcende. Tu vois, et ça, comment tu vas chercher des mecs? Tu vois, un gars qui est beaucoup plus fort dans les moments chauds. Tu vois, Jérémy Enzeli, par exemple, bah là, il a été MVP des finales. Tu vois, c'est pas rien. Le gars avec Nanterre, il était monstrueux aussi en finale. Tu vois, comment tu sais, tu vas pour trouver des mecs comme ça, tu vois. Après tu dis, je pense que dans sa tête, Vincent le connaissant, après il l'a signé à Strasbourg en se disant, vas-y, si on arrive à aller en finale, il va me faire gagner ce mec-là. J'en suis convaincu, tu vois. Je sais pas, il faudrait faire un podcast numéro 2 pour lui demander. Ouais. Et donc sur ta fin avec Strasbourg, qu'est-ce qui te donne envie d'aller à Monaco, qui à l'époque est un projet c'est quand même solide quand il va. C'est quand même déjà solide, c'est pas non plus comme quand Amara est allé au tout début où ça commençait vraiment. Qu'est-ce qui te donne envie de changer d'air un peu? Alors très honnêtement, à la base, moi je veux rester à Strasbourg. Parce que c'était la première année où j'avais vraiment des responsabilités et je voulais vraiment m'inscrire dans le temps avec ce club et avec Vincent, tu vois. Mais vraiment, hein, très honnêtement. Et tu vois, en février, je lance des appels du pied. Vas-y, en fait, tu vois, en février, j'étais prêt à signer un contrat. Il me semble que cette année-là, tu vois, j'étais à 80 ou 85 et j'étais prêt à signer, tu vois, j'aurais signé peut-être à 120, tu vois, un truc comme ça, tu vois. En février. Et en fait, en février, je suis de mieux en mieux, j'ai de plus en plus de responsabilités. Et on va en finale du championnat. Dans mon registre, dans mon rôle, je suis pas le go-to guy, mais tu vois, je suis un élément majeur du truc et tout. J'ai mes responsabilités et tout. Donc, après la fin de saison, forcément, à partir de là, tu commences à te comparer aux autres. Donc, tu veux avoir un bon contrat comme les autres, tu vois. Il n'y a pas de raison que toi, voilà. Donc, après, mes exigences sont augmentées. Et là, c'est parti en négociation avec Strasbourg. Et du jour au lendemain, Pedja, notre agent, m'appelle et me dit, bon, écoute, Yacouba, il risque de partir de Monaco, il recherche un GFL, t'as tant d'enveloppe. Tu vois, il me proposait genre 220 ou 225, tu vois, la première année, tu vois. Avec appart, voiture, à Monaco, ma femme, elle est Nice. Tu sais, tu regardes ta montre, tu fais, c'est bon, quoi, on y va.
Tu vois ou pas? Il y a pas de. Enfin, tu vois, en plus, c'est un contender au titre. On allait jouer le titre. Cette année-là, on jouait la BCL. J'avais connu à ce moment-là de ma carrière que Vincent. Là, il y a Zvezdan qui avait une approche complètement différente. Donc, bah, ouais, c'est le moment de tenter autre chose, quoi. Ouais. Et en fait, bah, du coup, ça a mal fini parce que. Enfin, ça a mal fini sur le moment. Il y a eu. Tu vois, moi, j'avais dit, bah, les gars, je voulais re-signer au début. J'aurais signé pour rien. Au final, je ne sais pas pour quelle raison on m'a pas fait de proposition. Et là, on me propose beaucoup plus. Ben, en fait, je pense que les dirigeants de l'ASVEL, de Strasbourg étaient beaucoup plus vénères contre, tu sais, la règle monégasque où ils n'ont pas les taxes sur les joueurs, Ouais. tu vois, donc ils peuvent proposer des salaires plus gros, tu vois. Ça, après, c'est une histoire, tu vois, c'est une histoire de. Non, mais c'est quand même fou avec la saison que tu faisais et qu'ils t'ont rien proposé avant, quoi. Ben, tu vois, moi, je pense, hein, tu sais. Mais après, tu sais, j'étais pas l'enfant formé au club, mais pas loin, tu vois. Et je t'ai déjà écouté, tu as déjà parlé de Ouais, ça bon, dans on tes va, podcasts. on va en reparler, t'inquiète pas, on va Donc, retourner sur. voilà. Donc, On va retourner sur l'Asvel après, donc on, ouais, on mais voilà. en reparlera. Et Monaco, tu vois, c'est marrant parce que quand tu parles de toi et de tes saisons, tu me diras maintenant comment tu l'as vécu à Monaco, mais à Monaco, je trouve que tu as pris une dimension Ouais. où moi, j'avais plus l'impression que c'était Paul. Tu Ouais, vois, quand tu ouais. connais quelqu'un depuis longtemps, tu as l'impression, bah, y a le petit Polo qui est, genre, Ouais, qui est ouais. content d'être là. Tu as le petit Polo qui arrive à Strasbourg, qui fait ses coupes, qui est content d'être là. Après, tu as Paul qui est en dernière année à Strasbourg, tu vois, Ouais, ok, il n'y a pas que toi, il y a aussi d'autres joueurs, mais ouais, tu vois, qui est commence à quand même prendre des là. responsabilités. Ouais. Et à Monaco, à un moment, pour moi, tu étais le meilleur joueur. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est, et même Et- si tu avais et les gars, limite autour, faisaient leur taf à Ouais. haut niveau, mais limite, ils étaient d'accord pour ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Tu vois, Parce moi, que- je me suis senti l'année 2019, je me suis vraiment senti comme le meilleur joueur de la saison, tu vois. Hmm. Et c'est David Olson qui est MVP cette année-là. Totalement logique aussi, tu vois. Hmm. Après, tu sais, t'as tes sensibilités perso ou quoi. Et puis, voilà, moi, c'était ma revendication. Je pense que cette année-là, je le méritais tout autant que lui. Il l'a eu, c'est totalement normal. Parce qu'en plus, et tu vois, ça aurait été plus pour lui que pour moi, une tâche dans sa carrière s'il n'avait pas eu un titre de MVP. Tu vois. Mais ouais, très honnêtement, je me suis senti comme ça pendant un an. Déjà, la fin d'année, en fait, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est la défaite quand j'arrive à Monaco. Déjà, tu as une autre approche. Déjà, tu vois, pour en revenir, déjà, ma vie, elle change. Ma vie d'homme, elle change. Tu vois, je venais d'avoir Camille, mon premier enfant. Et sur ma deuxième année, j'ai mon deuxième enfant et on va se marier. Tu vois, non, on a le projet de se marier, on a le projet du deuxième enfant après le mariage. Tu vois, tout allait s'emboîter. Donc, en fait, tu vois, ta vie, tu deviens un homme, en fait. Tu vois, et tu comprends beaucoup plus de choses, beaucoup plus de. Voilà. Et du coup, ce qui me fait prendre vraiment la plus grande confiance dans mon jeu, ce qui est assez marrant, c'est qu'on perd en Champions League. Donc, tu sais, je viens de perdre 4 finales à Strasbourg, 5 avec l'Eurocup. Et j'arrive à Monaco, tu vois, je me dis, vas-y, là, c'est bon, ça change, c'est bon. Tu sais, il n'y a plus... Il y a plus ok, karma. moi, tu vois, Il y a peut-être plus, que ouais. moi, je l'aurais peut-être, mais tu vois, Mm. tous mes coéquipiers à côté, vas-y, on Mm. va gagner, tu vois. Ouais, En Champions League, on bousille tout le monde. ouais. On arrive en demi-finale, on bousille. On arrive en finale contre l'AEK. Mais après, quand tu regardes, tu sais, sur le moment, tu dis, vas-y, on a perdu contre l'AEK. Mm. Quand tu regardes l'équipe de l'AEK, Ah, il y a après, gros, Punter, il y a Kevin Punter, Larenzakis, il y a des mecs, il y a Hunter, ouais. il y a des gars, gros. Mike Green, quand il avait décidé de Mike jouer au Green, basket, c'était un gros. vrai joueur. Mais gros, il y a une équipe, laisse tomber, quoi. Il y avait Harris aussi, le MVP de la saison, tu vois, qui a pas fait. Ouais. Tu vois, lui, ça a été celui qui a fait la moins bonne carrière derrière. Mais, enfin bref, et je perds. Et tu sais, mais là, gros, j'ai l'impression que ma vie a été terminée. Tu sais, j'étais en larmes et tout. J'arrivais pas à comprendre. Tu sais, tu essaies toujours de comprendre, mais là, j'arrivais pas à comprendre. Gros. Pourquoi je perds encore? Pourquoi moi, tu vois? Ça va me suivre tout le temps. C'est comment? Enfin, c'est quoi et tout? Tu sais, je passe dans les tribunes, il y a ma femme et tout dans les tribunes. Je tombe en larmes sur elle et tout. Je pars au vestiaire. Tu sais, j'essaie de me calmer. Je pars au vestiaire. Il y a le prince Albert qui rentre dans le vestiaire. Je commence à être là, à pleurer encore. Il me fait, mais c'est pas grave. Désolé de bien, rire, tu mais vois. j'imagine. Non, mais tu vois, c'est drôle. Non, mais prince t'imagines, Albert. le prince Albert qui va me consoler. Tu vois, Amara qui me consolait et tout. Et donc là, hop. Et derrière, on joue Bourg-en-Bresse. Non, derrière, on joue je sais pas qui, je me blesse. Et en fait, là, Monaco me laisse. On était sûr d'être premier et il me laisse, genre, vas-y, va, fais ce que tu veux. Rentre chez T'as toi. 3 jours off, Ouais. en gros, tu vois. Donc nous, on prend les 3 jours off et après, on joue Bourg-en-Bresse. Moi, je jouais pas et je reprenais pour les playoffs. Et tu sais, là, j'étais encore, putain, et tout. Et là, j'ai ces mots de Fred Sarr, tu vois, comme quoi, après, c'est Fred Sarr que je connaissais pas forcément ni d'Adam ni d'Ève, tu vois.
Il vient me voir, il me fait Paul, tu sais ce que tu fais depuis 5 ans là, c'est exceptionnel. Je regarde, je fais enfin pourquoi et tout, il me dit d'aller en finale et tout. Tu vois, mais bon, On a perdu. c'est bien gentil, mais je pourrais avoir le meilleur palmarès du championnat. Ouais. Au final, je suis une gaze, toi, tu vois. J'essaie là de lui dire ça. Et il me dit non. Ce que tu fais, tu verras un jour dans ta vie, tu te poseras, tu verras que c'était grand. Maintenant, je veux que tu joues sans penser. Je veux que tu joues à chaque fois que tu vas faire un match. Je veux que tu fasses un match de basket sans penser à la conséquence. Ouais. Ce qui arrivera. Voilà. Et tu sais, et c'est marrant parce que ça avait grave résonné en moi. Et tu vois, à partir de là, j'ai eu une autre approche. Mais vraiment, tu vois, tu sais, des fois, tu te dis, mais t'as eu 1 million de conseils dans ta carrière par X ou Y personnes. Mais ces mots-là, Fred Sarr, ça a résonné dans ma tête et ça a fait. Des fois, un gars que tu connais pas trop, c'est encore pire, c'est encore mieux, je veux dire. Aussi, tu vois. Et du coup, à partir de là, vraiment, les playoffs, finis les playoffs plutôt bons. De cette année-là, on perd encore malheureusement avec Monaco. Non, mais ça, c'est pareil. Vous perdez contre Le Mans, contre une équipe, les gars, ils ont mis des shoots de folie. Enfin, ils avaient une belle équipe aussi. Ouais, bon, après, ils avaient une mal géré. Très belle équipe. Tiens, anecdote sur ces finales, gros. Tu sais, je pense que tu te rappelles un peu, toi, tu étais à Lasvel, ouais. C'était ma dernière année à Lasvel. Nous, on avait une équipe, tu avais Aaron Kraft, Gerald Robinson, DJ Cooper, Chris Evans. On défendait vraiment très très fort, très très dur, vraiment à la limite. Quand j'y repense, c'était pas du basket, c'était à la limite, on arrachait les bras et tout. Et en fait, Zvezdan, il nous poussait tout le temps, tu vois, pour être à la limite et tout. Mitrovic, il avait vraiment la tête de l'emploi, tu vois. Et chaque coup de sifflet, il gueulait comme ça, il prenait technique sur technique, tu vois, il avait la liberté à Monaco de le faire et tout. Et t'arrives, c'était quand donc tu arrives en finale et toi tu étais persuadé qu'en fait les arbitres ils voulaient t'allumer en fait. Ils étaient contre toi parce qu'ils nous avaient tellement monté la tête qu'on était persuadé de ça. Après le deuxième match, donc on perd le premier, on gagne le deuxième et on va chez eux le troisième et on perd le troisième. Tu sais, avec du recul, on perd parce que Lofton, je crois, il avait mis plus de 30 points, tu vois, il nous avait cassé la tête. Et là, le vestiaire, gros. On rentre dans le vestiaire, il gueule comme ça, les arbitres. Le président, il va faire un discours. Il fait bon les gars, si vous voulez, on arrête maintenant. On envoie les espoirs en match 4. On veut envoyer un message à la Ligue et tout. On fait quoi? Tu sais, on est là, on fait quoi? Mais vous êtes malade ou quoi? Et tu sais, sur le moment, on est tous comme ça. Et on avait Amara et Georgie, mais vas-y, vous êtes malade, on va pas faire ça, tu vois. Donc non, et après, ils avaient un peu changé des trucs et tout. On gagne le match 4. Et voilà, et après, en match, comme tu dis, le match 5, voilà. Et t'as le shoot pour la victoire où la balle, elle est sur l'anneau, quoi. Gros, elle fait. Et gros, le coach me donne la balle pour. Vas-y, Paul, c'est toi qui joues. Mais vraiment, je me souviens, là, c'était devant ma télé. Et tu vois, je vois encore où je suis, tu vois. Et là, j'ai eu mal pour toi. Tu vois, là, vraiment. Et là, toutes les autres fois, je me suis dit, vas-y, fuck la SIG, ou tu vois, c'est le sport. Là, en fait, moi, j'ai jamais été fan de club. Moi, je suis fan j'aime bien les joueurs, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, là, j'aimerais pas être à sa place. Je suis mieux dans mon canapé. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. C'est terrible de dire ça, mais. Et ce qui est marrant, c'est que cette fois-là, je me suis dit. Parce que là, tu vois, c'était la première fois vraiment où, genre, j'avais mis 20 points sur le dernier match. Et tu sais, t'avais mérité d'avoir le dernier ballon. Voilà. Et je me dis, putain, j'ai mis 20 points sur un match 5 de finale LNB. Tu sais, sur ce moment-là, je me dis, vas-y, l'année prochaine, je vais revenir, je vais tout casser. Et je vais aller chercher, tu vois, ce titre et tout. Et donc, ce moment-là, je l'ai vécu comme, tu vois, à l'image du truc, comme une montée. Et après, c'est l'année d'après où je fais ma meilleure saison en carrière, tu vois. Et après cette saison, la meilleure saison en carrière, là, Attends, parce qu'à un moment, tu avais essayé d'aller à l'étranger aussi, non? Alors, après cette saison-là, je fais l'équipe de France 2019 et je voulais absolument signer à l'étranger. Ok. Tu vois. Et pourquoi ça se fait pas? Et est-ce que c'est un regret au final de pas être à l'étranger? Ça, c'est le regret de ma carrière. Ok. Pourquoi ça se fait pas? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que j'ai pas eu de cul, déjà avant tout. Tu vois, je pense que la vie, le basket, c'est des opportunités et une question de chance. Que peut-être que voilà, je suis persuadé. Après, tu vois, je crois Pedja dur comme fer, tu vois, par rapport à tout ce qu'il me disait. Il me disait, je suis en relation avec machin, nanini, nanana, nanani, nanana. Et je pense qu'il y a eu un petit rendez-vous manqué à ce niveau-là. Et je pense aussi avec du recul, et très clairement avec du recul, j'ai voulu griller les étapes. Tu vois, pour moi, dans ma tête, Monaco avait un certain standing de niveau. Je voulais pas aller dans une équipe entre guillemets moins forte. Tu vois, je voulais pas aller chez un 12e d'ACB. Je voulais pas aller en Andorre, par exemple. Andorre, il y avait Ibon, c'est le coach de Malaga, tu vois, maintenant. Et je sais que je suis quasiment persuadé. En plus, il était chez BO Basket, tu vois, je suis persuadé que j'aurais pu aller chez lui. C'est sûr et certain. Et Andorre, tu voulais pas?
Et je voulais pas Andorre parce que pour moi, Andorre, dans ma tête, c'était moins fort que Ouais. Monaco. Tu vois ou pas? Ouais. Et en fait, avec le recul, tu vois qu'en fait, déjà, l'ACB, c'est une passerelle. Va en ACB, après, tu vois. Et c'est vraiment le regret que j'ai. Tu vois. Et je l'ai mal vécu parce que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. Et quand je commence à revenir dedans, cette année-là, l'année du Covid, je me pète le doigt. Et au moment où je reviens de me péter le doigt, Covid. Tu vois, donc, Oui, et année puis un en peu- plus, quand tu penses quitter un endroit Ouais, et tu exactement. reviens derrière, Ouais, tu te sens comme une merde. c'est un coach différent en plus, non? C'était ça. Alors, Oh. moi, en 2018-2019, c'est Sacha Filipovski Ouais. qui, au début, Ouais. il se fait couper et Obradovic qui arrive. Obradovic, moi, Tu kiffes? Ah, kiffé de ouf. Ouais. Un Pourquoi? malade, un fou, mais parce que Rigueur, en fait, dans son approche du basket, j'avais exactement la même approche, les mêmes idées que lui, tu vois, dans l'approche du basket. Basketement parlant, il avait ses idées, c'était pas forcément très compliqué, mais c'était carré, tu vois. Mais dans la rigueur, gros, moi, je me retrouvais mais tellement dedans. Tu vois, par exemple, il y a tellement de coachs, moi, je comprends pas, il y a tellement de coachs. Tu as entraînement à 11h, ils te disent d'arriver à 10h45. Moi, j'arrive à 10h45, je suis prêt à m'entraîner, gros. Ça veut dire qu'il y a marqué 11h, 11h, vas-y, bien, on fait peut-être pas du 5-5, tu vois, laisse-moi 5 minutes. Mais moi, je peux faire 5-5, gros. Ouais, non, mais allez, vas-y. Mais moi, tu me dis qu'à 11h, on fait du 5-5. Moi, je suis prêt à 11h pour faire du 5-5. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, comme tu sais que tu fais pas du 5-5, c'est bon, voilà. Je me ménage parce que si je me prépare pour faire du 5-5, après, je suis mort, tu sais, 1h30 après, tu vois. Mais. Non, mais attends. Je suis 3000% d'accord avec Voilà. toi. Le nombre de fois où tu arrives, tu te fais encore Tu vois ou échauffement, pas? 5 contre 0, truc, shoot, machin, et tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis venu 45 minutes avant l'entraînement alors Mais si ouais. c'est pour refaire. Ouais, mais parce qu'ils sont pas tous pros comme toi. Mais oui, mais d'accord. Mais, Non, mais- mais attends, mais attendez, mais on est où là? Donc en fait, tu vois ou pas? Mais combien de fois je me suis battu avec des coachs à cause de ça? C'était dingue. Et du coup, Sacha, c'était. Non, c'était. T'arrives un quart d'heure avant, je veux voir tout le monde s'activer, et genre à 11h, c'est 5 contre 0, mais genre 100%. Tu vois ou pas? Pas d'opposition, 100%, tu vois. Et mais quand il est arrivé, tu sais, moi j'avais les yeux qui brillaient, tu vois. C'était trop. En plus, on gagnait pas un match, donc on arrive, bam, il fait venir D-Bost en plus avec qui j'ai une super relation, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et derrière, on gagne les matchs. Et là, derrière, en plus, moi je suis grave bon, donc j'ai kiffé de ouf. Ah ouais, ok, c'est intéressant ça. Et parle-nous un peu de l'équipe de France. Ouais. Coupe du Monde 2019. Ouais. Je sais pas trop exactement qui était un peu sur ton poste pour être dans les derniers. Eli. T'avais Eli qui était peut-être encore un peu jeune. Théo qui se pète et Eli. Eli, si je dis pas de bêtises, en fait, ils ont préféré me prendre parce que en fait, il y avait pas la place pour donner des minutes à quelqu'un, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, et c'était plus facile de les donner à moi que. Vincent, dans le podcast, c'est ce qu'il expliquait, de pas forcément prendre toujours les 12 meilleurs, mais voilà. Et toi, en vrai, t'es le 12e homme idéal. Ouais, moi j'étais, tu vois, comme je t'ai dit depuis le début, moi c'est l'équipe de France, tu vois, j'ai des ambitions, vas-y, maintenant depuis le système des fenêtres, je pense que toi t'es comme moi, on a des ambitions pendant les fenêtres, mais on est suffisamment intelligent pour savoir que pendant les grandes compétitions, il y a des joueurs tellement différents, tellement forts, tellement au-dessus, je pense, que la place est très compliquée à avoir, ou en tout cas pour avoir des responsabilités à ce moment-là. Donc j'étais content d'y être, tu vois. Très honnêtement, j'étais content d'y être, et je m'étais dit aussi que ça allait m'offrir des opportunités, tu vois. Puis voilà, ton caractère aussi d'être. Ouais, moi je m'adapte à tout. T'es jovial. Ouais. Pas mal. Tu écartes Uno. Exactement. Tu rassembles tout le monde. Et d'ailleurs, ça m'avait fait marrer parce que. C'est pour ça d'ailleurs que des fois à Strasbourg et à Lasvel, on m'a dit Paul il râle. Ouais. Paul c'est un râle. Je me suis dit attends, mais Paul il a jamais râlé de sa vie. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non mais tu sais, à Strasbourg, ça a été compliqué. Hein. Et avec le recul, la dernière année avec Massimo, j'ai pas été cool. Hein. Tu râlais? Ah ouais, mais de ouf. Et j'ai été une mauvaise personne. Ah ouais, de ouf. Et je me suis rendu compte, j'ai fait waouh, en fait, putain, j'ai détesté la personne que j'ai été cette année-là sur le terrain, tu vois. Ok. Parce que Massimo était très. Tu sais, en fait, moi, je suis pas. je vais être très honnête, tu vois. J'ai fait Vincent Collet, on s'entraînait pas énormément. Ensuite, à Monaco, on s'entraînait pas énormément. Même avec Zvezdan, on s'entraînait pas du tout. Attends, mais ça, tu vois, les gens, ils pensent, tu as Mitrovic. Il y a une perception. Déjà, il y a une perception des coachs de l'Est où ils pensent que c'est toujours des gars qui vont s'entraîner. Non.
Tu vois. Et quand moi, Mitrovic, on me dit, des fois, c'est 15 minutes d'entraînement, 20 non, mais minutes. Mitrovic, ça foutait le seum parce qu'on avait une équipe, moi j'avais 27 ans, tu sais, et on avait une équipe, on voulait s'entraîner, on s'entraînait pas. On rendez-vous à 18h, on faisait 18h, 18h45 des fois, et on faisait pas de 5-5, et on faisait des fois que des vagues, et vas-y, shooter un peu, et allez rentrer chez vous. Je te jure, on a fait des entraînements comme ça. Donc là, t'es à Monaco. T'es à Monaco. Tu fais 18h45, Ouais. t'es à la plage toute la journée, t'arrives. Non, mais du coup, moi, à cette époque-là, je pensais qu'au basket. Mais là, tu vois, pour le coup, quand je te disais avant, je travaillais pas là, c'était pas possible pour moi. Je m'entraînais pas assez. Et j'ai rencontré, à cette époque-là, j'ai rencontré Diego Gonçalves, qui était le préparateur physique de Ok. Monaco. Et on a charbonné, on a taffé de ouf ensemble. Tous les matins, on était ensemble, on travaillait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et en plus, à cette époque-là, j'avais des problèmes de genoux, des pathologies de genoux. Et grâce à lui, parce que tu vois, à cette époque-là, je devais faire des injections assez régulièrement dans Ouais. les genoux pour se stabiliser, parce que sinon, ils gonflaient. Et après, ça devenait douloureux. Ok. Et en fait, quand ils gonflent, tu vois, ça crée de Jusqu'à l'instabilité. 18h, t'avais le temps de faire des activations. Ouais, mais tu vois, bah, j'avais le temps, du coup. Et du coup, avec Massimo avant, raconte. Et donc, du coup, voilà. Et donc je continue. Donc, on s'entraînait pas tant que ça. Après, je pars en Euroleague avec Lasvel. Et avec Lasvel, on s'entraînait pas énormément. Après, l'année d'après, on était avec Luca Bianchi. On s'entraînait une fois le midi. Et tu sais, c'était bien intense, mais c'était 1 heure et quart, tu vois, pas plus. Mais tu sais, donc en fait, moi, j'étais pas désentraîné, mais tu te rappelles, on se voyait souvent en équipe de France. Non, mais... Et je te disais, non, mais attends, c'est ouf les entraînements. Toi, tu me dis, putain, mais on s'est pas assez entraîné. Tu vois, la perception, on n'avait pas du tout le même regard. Et moi, je pouvais pas m'entraîner. Tu vois, c'était trop dur pour moi de s'entraîner. Et Massimo, purée, il fallait s'entraîner. Et c'était dur. Ouais. C'était dur. Il aimait s'entraîner des fois les lendemains de match. Et j'essayais de lui expliquer, Massimo, en fait, dans toute ma carrière, j'ai joué entre 20 et 25 minutes à peu près. Et en plus, je venais de l'ASVEL et je jouais quand même plus 15 minutes, tu vois, que 15-20, quand ça allait bien, tu vois. Mais voilà. Et là, Massimo, tu vois, hop, il me fait jouer 30 minutes à peu près. Et en plus de ça, il voulait que je m'entraîne, tu vois, le lendemain. Et en fait, je lui disais, mais en fait, c'est très honnêtement, et là, je suis très sincère, c'est pas que je voulais pas m'entraîner. Tu vois, je voulais pas trop m'entraîner aussi, on va pas se mentir. Mais c'est que je pouvais pas, en fait. Mon corps, il est pas adapté pour ça, tu vois. Et après, tu vois, je me posais la question, je me dis, mais comment ça se fait? Tu sais, j'ai demandé à Diego qui me suit depuis le début, depuis que je l'ai rencontré à Monaco. Il me dit, mais parce que toi, tu as toujours été habitué à ça, tu vois. En gros, toi, c'est un point fort à un match. Après, tu as besoin d'être tranquille, repartir et d'être tranquille. Et en fait, lui, il voulait qu'on soit tout le temps quasiment constant dans l'effort, tu vois. Un peu ce que j'ai connu cette année avec Julien May. Ouais. Au début, ça a été dur. Et puis maintenant, franchement, ça roule, tu vois. Maintenant, c'est sûr. Moi, il m'avait demandé, il m'avait dit, ouais, j'ai dit, Paul, s'entraîne pas. Hein. Il a dit, non, mais je lui ai demandé, il m'a dit que ça s'entraînait quand même. Et je lui ai dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que, en fait, ça veut rien dire s'entraîner. Ouais, non, mais c'est ça. Tout le monde a une perception différente. Ouais, Il y a exactement. un mec qui va dire, je suis un travailleur. Et en fait, ça se trouve, pour lui, ça veut dire 15 minutes. Ah, Il y ouais, a un autre, ça va être 4 heures. Enfin, tu vois, donc ça veut ouais, rien ouais, dire. c'est ça. Il y a des mots comme ça dans le basket qu'on emploie qui ne veulent rien dire parce qu'il faut mettre une valeur à côté, tu vois. Bref, c'est comme ça. Et du coup, j'ai été un peu odieux avec mes coéquipiers, avec des gars. En plus, la saison, c'est pas passé comme on voulait. Tu vois, t'as un peu d'ambition et tout. J'aurais voulu mieux pour tout le monde et j'ai pas été cool, tu vois. J'ai vraiment pas été cool avec Massimo en plus. J'ai fait un truc que je regrette aujourd'hui. Tu veux qu'on en parle? Vas-y, bah. Ouais, j'ai vraiment pas été cool. Tu vois, et puis je fais mon mea culpa et ça vient un peu du président. Tu sais, la sigle, là, ils font un changement de présidence. Et c'était un gars que je connaissais, tu vois, avec qui j'avais de bons rapports. Et un jour, il me voit au mois de janvier, tu vois, et tu sais, ça allait pas trop, on gagnait pas et tout. Et il me dit, mais vas-y, Paul, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut changer, tu vois, pour que ça aille mieux? Avec des clins d'œil et tout. Non, tu sais, on va boire un café, vas-y, viens boire un café, vas-y, qu'est-ce que t'en penses quoi? Alors moi, je commençais à dire, il fallait qu'on change notre big, tu sais, on avait Nathan Brooks. Ça, il fallait le changer, tu vois. En tout cas, il était pas prêt pour notre ligue et tout. Je dis ça et tout. Il me dit, ouais, mais ça, on peut pas. Alors, tu penses quoi? Je dis, mais. Tu sais, il continue. Bon, moi, j'étais un peu en confiance avec lui. Je me sentais vraiment en confiance avec lui. Et je lui dis, bah écoute. Et je lui dis comme ça, mot pour mot. Et je lui dis, écoute, moi, je fais ma meilleure saison statistique, l'une de mes meilleures saisons statistiques. Et c'est uniquement grâce à Massimo parce qu'il me donne toute la confiance du monde. Mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui ont un peu plus de mal. Et je sais que voilà, peut-être des fois. Il est trop dur. Non, j'ai pas dit ça, j'ai même pas dit ça. J'ai dit il y a des gars qui ont un peu plus de mal. Et j'ai dit, et des fois, si tu changes le coach, ça peut faire un détonateur pour d'autres. Tu vois ou pas? Et j'ai dit ça. Et forcément, tu vois, moi naïvement, je pensais qu'il allait garder. Enfin, tu vois, je pensais pas que ça. Ouais. Et en fait, Massimo, il l'a su. Et Massimo a été grand dans cette histoire parce que je sais qu'il l'a su pas très longtemps après.
tu vois, et il a continué de me donner beaucoup de confiance, tu vois. Ouais. Et en fait, et moi, je regrette beaucoup parce que j'avais aucun problème avec Massimo. J'avais une bonne relation avec lui. Tu sais, on se fightait, je lui disais, je peux pas, il m'insultait. Après, je le rentrais dedans. Mais tu vois, il y avait quand même une belle relation entre nous deux. Et puis, ce qui m'a permis de faire sur le terrain, quand même, je lui dois beaucoup, tu vois, très honnêtement. Mais voilà, avec cet épisode, au final, j'ai compris ça plus tard. Quand je suis parti, tu vois, après, ils m'ont pas gardé la SIG pour X ou Y. Et en fait, ils m'ont pas donné l'heure. En fait, ils m'appelaient pas, ils me disaient rien. Tu sais, on en avait parlé un été, tu te rappelles? Ouais. Et je comprenais pas pourquoi, mais vraiment, je comprenais pas pourquoi. Je pensais avoir une belle relation avec le président et pas rien. Et en fait, je pense que c'est pas. Tu sais, ils m'ont étiqueté. Et c'est normal de m'étiqueter, tu vois. Et tous les clubs m'auraient étiqueté. Et j'ai eu la chance que Pascal me connaisse, je pense très honnêtement, hein, je te dis très sérieusement, j'ai eu de la chance que Pascal et les gars de Nanterre me connaissent, de l'équipe de France, d'en dehors, connaissent la personne que toi, tu as décrite de moi tout à l'heure, et a fait abstraction de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, l'année dernière, vraiment, putain, l'année dernière, j'en ai pris conscience de ce que j'avais fait. Après, on te pose une question. Tu donnes une réponse. Ouais. Non, attends. Mais tu vois, dans le monde on qu'on te est. pose une question, tu donnes une réponse. Et le mec, le premier truc qu'il te dit, c'est ça, on peut pas. En te faisant des grands clins d'œil, en te disant dis-moi autre chose. Et qu'après, il te parle jusqu'au moment où tu lui dis en fait ce qu'il veut entendre. Tu vois, ça, je trouve c'est un enfoiré, gros. Tu vois, c'est un piège. Tu vois, tu vois, c'est. Tu vois. Donc moi je veux bien. Au bout d'un moment, les mecs, il faut aussi que quand ils ont des responsabilités, ils prennent leurs responsabilités. Après, et s'ils veulent faire un changement, ils assument. La faute de... c'est plus facile que ce soit la faute. Moi peut-être. Bien sûr, mais c'est. Bref, il y en a beaucoup des comme ça. Écoute, mais tu vois, voilà, mea culpa, Massimo, je sais pas si il comprend encore bien le français. Faut que je l'appelle, écoute. Et on est parti dans tous les sens. Ouais. Mais on va revenir sur après Monaco. Ouais. Tu vas à Lasvel. Ouais. Donc là, moi, je me dis, c'est bon. Rendez-vous manqué la première fois. Là, c'est Lasvel, c'est l'Euroleague. Ouais. Il revient, il est quasiment MVP du championnat. Ça va être long encore là. Parce que là, ça va être bien. Et là, j'ai l'impression que tu étais nouveau reparti en espoir. Tu vois, j'avais vraiment. Enfin, tu vois, la perception, j'avais vraiment l'impression. On a Paul Lacombe, le gars de la maison. Tout le monde le connaît. Et c'est nouveau en espoir. Mais je pense pas que ça a été ça sur le deuxième passage. Je pense que ça a été l'affinité du joueur que j'étais pour TJ. Je pense que dans un premier temps, comment t'expliquer ça là? En fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux temps à Lasvel pour moi sur cette période. Il y a eu le premier passage où ils signent, en fait, ils prennent Antoine Dio et Norris Cole à la main. Et en fait, très rapidement, ils disent non, mais Norris, il faut qu'on garde, mais en arrière, pas en meneur. Et en fait, moi, je sors d'un match où l'histoire Covid, tout ça, tu sais, tu te rappelles de l'histoire à Cholet où nous, on est parti jouer à Cholet et apparemment, on a donné le Covid à tout le championnat. Et tout le monde se donnait le COVID. Le maire de Cholet, qui dit c'est des assassins, nous, on vient à la mairie. Il avait dit des dingueries, enfin bon, bref. Et donc, du coup, moi, je vais là-bas. Antoine Dio, Covid. Mathieu Strazel, Covid. Mathieu, il a commencé à jouer un peu après, mais Covid. Et Norris Cole, on apprend qu'il a le Covid pendant l'échauffement. Freddy qui coach, c'était pas TJ, c'est Freddy qui coach. Et Freddy, il vient me voir. Il m'appelle, il fait Paul, viens voir. Ah purée, je sais pas si on peut dire ça. Freddy va peut-être avoir des problèmes. Paul, il m'appelle. Non, c'est bon, il y a prescription. Il m'appelle, il me fait écoute, non, on vient d'apprendre que Norris avait le Covid. On va faire semblant qu'il est blessé, mais je l'ai mis dans le 5. Donc, sois prêt à jouer meneur. Tu sais, moi, bon, vas-y, pas de problème et tout. Donc, hop, Norris, il rentre dans le 5. Ah, tu sais, j'ai mal au mollet, bam, il part au vestiaire. Ni vu, ni connu. Et donc, moi, je joue tout le match meneur. Je fais 28 déval, tu vois, dans mon rôle et tout, meneur et tout. Et là, les gars, ils se sont dit, ah bah vas-y, très bien, parfait. En fait, on va remplacer Norris par Paul à la main. Mais le problème, c'est que moi, je peux dépanner à la main. Tu vois, je peux jouer des matchs, mais je suis pas un meneur. Tu vois, donc la saison meneur, mais pour moi, c'est impossible. Déjà, à l'usure, moi, tu vas m'avoir à un moment donné, ça va me saouler. C'est pas mon rôle. Enfin, voilà, c'est trop de pression pour moi. Tu vois, et c'est parce que c'est pas mon rôle. Et en fait, très rapidement, en Euroleague, j'ai été dépassé. Très rapidement, il n'y a plus de championnat. Il n'y avait que l'Euroleague. Donc, tu n'as même pas le petit championnat, les petites équipes comme ça pour te remettre dedans. Non, tu jouais les Saint-Pétersbourg, les Red Stars, les machins. Je devais défendre contre des avions de chasse en face de moi où j'avais pas les capacités. Tu vois, à la main, je pouvais pas. Et donc, en fait, on a un problème de meneur. Donc, il commence à faire jouer un peu plus Mathieu. Et puis, Mathieu, c'est un très bon meneur, tu vois, après ce qu'il a fait. Et en fait, petit à petit,
Je passais, parce qu'au début, j'avais quand même mes 15-20 minutes, et petit à petit, je jouais plus, et jusqu'à plus jouer du tout. Jusqu'à même plus être sur la feuille de match. T'imagines le déclassement? Grave. Et là, tu vois, là, j'ai pas compris. Et là, je me suis embrouillé avec TJ, et là, ça a fighté un peu avec TJ pendant 2-3 mois, là. Là, c'était chaud, là. Ouais. Que ce soit lui ou moi, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension de ma part. Forcément, tu vois, moi, je comprenais pas. En fait, j'avais l'impression que tous les problèmes, il n'y avait pas de discussion en plus. On en revient au début quand tu disais, il n'y a pas de discussion. Et en fait, tous les problèmes, j'avais l'impression que c'était de ma faute, tu vois. Genre, en fait, vous avez pas pris le bon meneur, et en fait, c'est pas de ma faute, je suis pas meneur. Là, c'était la merde parce que vous m'avez fait jouer meneur. Et en fait, donc, moi, tu joues moins. Donc, s'ils disent ça, ils disent attends, on a fait une erreur. Et personne dit on a fait une erreur. Non, tu vois ou pas? Personne ne dit jamais on a fait une erreur. Un truc, tu vois, Ambroglio, merci. Tu vois, et en fait, donc voilà, donc toi, tu perds de la confiance, tu perds du rythme, forcément, et puis en plus, que de l'Euroleague, c'est chaud quand même, tu vois, c'est un vrai niveau et tout, tu vois. Et donc là, et un jour, ça pète entre TJ et moi, on se retrouve et tout, on se dit les choses, ça pète et tout. Et à partir de là, tu vois, moi, je me suis calmé, je me suis dit, vas-y, on prend ce qu'il y a à prendre et on verra, tu vois. Et j'ai eu de la chance parce qu'après, sur la deuxième partie de saison, vraiment vers la fin, il a commencé à avoir pas mal de blessés et j'ai su ressaisir une opportunité, remontrer que j'étais un joueur de basket et que j'étais là, tu vois. Et du coup, j'ai bien fini la première saison et en plus, tu sais, c'était l'année où on a fini sur un Final Four, là, tu vois. Et on est champion. Ouais, le truc que vous avez forcé pour gagner le titre alors que. On a clairement forcé pour. mais nous, on n'avait pas de problème. Tu sais, nous, on avait fait la saison avec l'Euroleague et tout. Ouais. Donc en fait, nous, on voulait jouer, tu vois. Ouais, et en plus, Tony, il voulait absolument jouer. Tu sais, Tony, on le suivait, tu vois. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Donc voilà, donc nous, on a joué et tout. Là, il faisait encore la pluie et le beau temps. Et tu sais que quand j'y repense, si Strasbourg, ils avaient joué avec leur équipe de malades, ils auraient été champions. Avec Bonzi Colson et tout. Bonzi Colson, et White, là. Gros, ils avaient une équipe, gros. Ouais, mais c'est pareil, c'est le genre d'équipe à l'instant T. Tu vois, je la trouvais bonne. Carrément. Mais je l'avais. Jamais tu aurais dit que. Tu vois, tu jouais contre eux, je me disais pas non plus, on joue une équipe de Euroleague, mais c'est que après où tu te dis, attends, lui il est devenu ça, lui il est devenu ça, lui il est devenu ça. Ouais, nous avons une équipe. C'est toujours pareil aussi. Donc, voilà. Et donc là, on est champion. Et donc la deuxième année. Et d'ailleurs, toi, tu as ce titre là sur un Final Four. Gros. Moi, j'ai même pas regardé, gros. Enfin, je veux dire. D'accord, mais gros, je venais Rouen 30 personnes, mais toi, quand tu gagnes. Gros, je venais d'en perdre 6, gros. Ouais, non, mais j'étais content, la question, gros. c'est est-ce que tu te dis. Ou alors tu te dis, ah putain, maintenant je l'ai gagné, mais il y a 30 personnes et on a fait un. Sur le moment, je me suis dit, j'ai gagné, mais tu sentais que c'était pas normal parce que, genre, on était à Rouen, on est rentré en bus derrière. Les Quinry, ils sont partis de Rouen à Paris, ils sont pris l'avion. Nous, on a pris le bus, on est rentré à Lyon, tu vois. Dégueulasse, tu vois. On n'a pas fêté du tout. Moi, j'ai fêté avec ma famille et mes potes. Le truc qui finit le 12 juillet, tu reprends le 10 août. Ouais, dégueu. En fait, c'était dégueu. Bon, après, moi, je le compte comme un titre, tu vois. Mais c'est vrai que la deuxième année, l'année d'après, quand on est champion contre Monaco, là, il y a mon père dans les tribunes, il y a ma femme, il y a mon enfant, il y a mes potes, il y a Banane et Théo, que tu connais. Qui sont là et tout, tu vois. Puis là, c'est match 5 à l'Astrobal contre Monaco. Tu vois ou pas? La première chose que je fais, je regarde ma femme, je regarde mon père. Tu sais, mon père, ma femme et mon père, ils ont tellement souffert avec moi pendant tant d'années. On pense aux joueurs, mais les proches. Mais les proches, ils ont galéré aussi. Putain, ma femme, elle m'a ramassé 1 ou 2 fois, putain. Et là, ça y est. Là, tu vois vraiment, et tu vois, ça n'a pas fait le même effet la première fois. Ouais. Et d'ailleurs, à Lasvel, au final, là, pendant ces années-là, avec Lasvel, c'était vraiment l'époque où tous les gars qui n'avaient pas trop réussi en NBA, les Français, vous récupérez Lyokobo, enfin, c'est pas les mêmes années, mais Lyokobo, Gershon, Yabusele. Gershon, ça a vraiment été, je pense, la bascule, la passerelle, tu vois, qui a montré, vas-y, vous venez chez nous et vous allez. Tu te souviens quand ça parlait de lui au Real Madrid? Quoi? Quand ça parlait de lui au Real Madrid. Ouais. Tu vois, quand il était à Lasvel. Ouais. Et moi, je sais que ça commence à parler de Real Madrid. Tout le monde dit, Real, quand même, c'est abusé. Mais et maintenant, nous, quand il pense maintenant, tu vois. Non, moi, tu vois, j'avais pas la même perception. Okay. Parce que moi, d'être avec son contact, je lui disais, c'est abusé. En fait, je disais. Tu vois à quel point il était violent, quoi. Ouais, je disais, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là, mon pote? T'as rien à faire ici. Tant mieux pour nous, tu vois. On est content de t'avoir, tu vois. Plus super gars et tout, tu vois, génial. Même Mousse, tu sais pourquoi il est venu à Lasvel? Parce que c'est Covid, il a flippé en fait. Il a eu peur qu'il y ait des couilles ou quoi. Donc en fait, il est voulu revenir en France à ce moment-là. En fait, il avait un Mousse, l'histoire elle est dingue. En gros, il avait une embrouille avec quelqu'un parce qu'il a joué à Monaco. Ouais. Et il était un peu vénère, tu sais, il est un peu susceptible, ou il était vénère, rancunier, pardon. Pas susceptible, rancunier. Contre un truc qui s'est passé à Monaco à cette époque-là.
Donc du coup, le gars est venu à l'Asvel pour ça. Parce qu'en plus, avec le Covid et tout, il voulait revenir en France. Mais gros, pareil, il n'y avait rien à faire à l'Asvel. Et après, je crois qu'il signe à l'Olympiakos. Et surtout que cette année-là, vous aviez Moustapha Val, Guerche. Et Thomas Hurtel en même temps qui débarque. Et Thomas qui arrive à la fin après. Parle-nous un peu de Thomas Hurtel. Exceptionnel. Ouais. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Il peut pourrir tout le monde, il pourrit sur le terrain, en dehors, mais génial. En fait, quand il est arrivé, moi en plus j'étais dans un moment, tu vois, c'était la première année, donc j'étais un peu dans un moment dur. C'était dur pour moi parce que je jouais plus avec les embrouilles avec TJ et tout. Et lui, il arrive comme ça. Et en fait, moi, ça a été ma bulle d'air. Parce qu'en fait, on a commencé à parler d'autres choses, de parler de la saison, de faire parler du basket français. Parce que lui, ça faisait des années. En fait, il n'avait pas été avec des Français, autant de Français. Depuis des années, on se connaissait, mais sans se connaître, tu vois. Et en fait, on a appris à se connaître à ce moment-là. Tu vois, c'est marrant. Tu vois, tu prends le bus, tu sais que tu vas avoir 6-7 heures de bus. Tu vas parler 6 heures. Non, mais genre, tu vois, un gars normal, il va prendre, je sais pas, son iPad, il va prendre un livre, tu vas prendre ta console. Lui, il prenait rien. Il prenait des écouteurs, je crois, à fil qui marchaient même pas, je crois, un truc comme ça. Et il était là, il disait, vas-y les gars, parlez-moi. Parce qu'il avait rien, tu vois ou pas. Nous, on était là, vas-y, on veut se reposer. Non, vas-y, me faites pas chier, parlez-moi, vas-y, racontez-moi des anecdotes. Et gros, pendant les 7 heures, on faisait des 7 heures de bus. On n'a jamais. C'est là où. Moi, j'ai toujours aimé tu vois, les équipes, tu vois, être en équipe. Mais là, cette année-là, c'était énorme. Et après, l'année d'après, du coup, t'as Eli et Mathieu, c'était énorme. On avait hâte d'être dans le bus. On se tapait des 7 heures de bus. Tu t'imagines comment c'est relou, tu sais, quand tu fais 2-3 matchs par semaine, des fois, avec l'Euroleague. Et là, on était dans le bus, on était contents, gros. On était ensemble et tout. Franchement, on a vécu 2 belles années humainement avec les gars. Et tous les gars, c'est vrai qu'Eli Okobo, moi, à la base, je me disais, mais tu sais, on dirait vraiment un gars, il se la racontait, un ricain, tu vois. Et toi, je pense que c'était le premier qui m'a dit, ah non, mais il est trop sympa. Ah ouais. Et quand on avait fait les fenêtres en juin, j'avais dit, ah ouais, c'est vrai en plus. Mais tu sais, moi, j'avais encore les souvenirs de lui qui parlait anglais à Amine. Mais gros, Amine, c'est pas parler anglais en plus. Mais Eli, il va te parler en anglais, il va te dire un truc en anglais. Il va faire, what the fuck, man, comme ça, tu vois, mais pour rien, tu sais, on rigole. Mais en fait, il est ultra léger, Eli. C'est que, donc cette année-là, t'as des ambitions quand même un peu, tu vois. On a quand même une équipe qui peut tenir la route en Euroleague, tu vois. Je vais pas te dire. Franchement, on avait pour objectif le top 10, mais après, dans la saison, il y a eu beaucoup de blessures, malheureusement. Mais ça aurait pas été déconnant, très honnêtement, avec Chris Jones. Tu te rappelles, avec Chris Jones. Et en fait, il est ultra léger. Ça veut dire que quand il allait te mettre 30 points, le gars, il allait être tranquille comme ça dans le bus. Il allait pas, tu vois. On allait perdre un match. Il a été nul. Il a pas lâché un ballon. Il va être comme ça, tranquille, tu vois, dans le bus et tout, tu vois ou pas. Tu sais, des fois, tu peux. Tu sais, parce qu'il est. Tu peux le détester ou tu peux l'adorer. Tu sais, vraiment, sur des séquences, ça peut être changeant et tout. Tu vois, des fois, il peut te rendre fou parce que maintenant, il a vachement épuré son jeu, tu vois. Il grandit, il prend de l'expérience. Mais tu vois, il pouvait des fois, sur des séquences, te rendre un peu dingue et tout, pour X ou Y raison et tout. Mais derrière, il avait cette faculté à vas-y, on passe à autre chose, mon grand. Tu sais, c'est peut-être ça qui vient de la NBA ou tu sais, ce truc, mais cette faculté à allez, vas-y, on joue au Perudo, les gars. Tu vois, on avait nos jeux de cartes et tout, on faisait des conem, on faisait des trucs et on se retrouvait. C'était trop bien. Il est tellement violent. Franchement, c'est. Hein? Moi, il a mon vote pour le MVP. Attends, dingue. Il a 54% à 3 points sur la saison. Et c'est du step back. Hein. Il y a de tout. C'est pas du spot-up. Il y a de tout. Ça veut dire que même s'il était que du spot-up tout seul, 54%, je te dirais déjà respect. Mais ce qu'il fait, l'efficacité à laquelle il le fait. D'ailleurs, toi, en ce moment, faut qu'on fasse attention. Parce qu'en ce moment, non, mais je crois que t'as 57, 58%. C'est mon podcast, on est là pour parler des gens. Attention. On est là pour parler des gens. Mais non, vraiment, énorme respect. Et d'ailleurs, sur tous les joueurs que tu as eu à Lasvel, là, tu vois, tu as quand même eu, au-delà de Victor, qui était jeune, mais tu savais quand même que. Ah, j'ai une anecdote de fou, c'est sur Victor. Vas-y, annonce. Tu te rends compte de l'équipe qu'on avait quand même cette année-là? T'as Eli, Mathieu qui commence à prendre des responsabilités. J'allais dire un gars comme Mathieu. Tu l'as vu venir ou pas? Non. Parce que moi, Mathieu, c'est vraiment le gars que tu m'aurais dit. Alors, à un moment, je me disais au JO de Paris. Je me suis dit, mais attends, mais il y a 2 ans ou pas il y a 10 ans. Il y a 2 ans ou 3 ans. C'est pas il y a longtemps. Hein. Il était encore espoir et jamais de la vie j'aurais parié. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu n'auras pas t'as des mecs comme ça, tu auras toujours un doute sur. Tu sais, un truc qui te fait dire. Tu vois ou pas genre, Mathieu, il commence toujours la saison et on essaie de lui mettre un gars dans les pattes. Tu vois ou pas? Exactement. Tu vois, on va essayer d'avoir mieux. Quel est le plafond de verre de Nadir? Tout le monde te dira ah ouais, mais non, il n'arrivera pas. Tu vois, mais pour l'instant, à chaque fois, il dépasse ce plafond de verre. J'ai écouté ton podcast avec Enzo Goudoussina, tu vois.
tu sais, t'as des mecs comme ça, genre tu te dis, mais en fait, personne, tu sais, c'est pas qu'on les respecte pas. Machu, peut-être je sais pas si Machu, je pense qu'il a gagné ce respect, tu vois, par rapport à d'autres. Ouais, mais je pense pas autant que. Pas autant, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que demain, Machu, tout le monde le voit en Euroleague, mais je suis sûr qu'il y a les gens, ils vont dire, ouais, mais il sera plus en France, quoi, tu vois, est-ce qu'il va pouvoir faire ces trucs et tout, gros, il a été. On parle quand même d'un gars qui vit champion olympique. Vice-champion olympique, gros, c'est pas par hasard. Qui a mis un shoot au JO devant 20 000 personnes, Ouais. quand t'avais des grands garçons de l'équipe qui osaient pas trop prendre la balle. À ce moment-là, tu vois, en perdition, hein. C'était compliqué. Hein. Et le gars, il l'a pris comme si c'était. Et il y a pas, tu sais, il y a pas de fumée sans feu. C'est que le gars, il était sur le terrain, quoi, à ce moment-là. Tu vois. Et en fait, non, Mathieu, très honnêtement, je l'ai pas vu venir. Par contre, sa plus grande force, c'est son caractère. Lui, il a une assure. Et beaucoup de gens me disent, mais vas-y, ce gamin, il est arrogant. Je leur dis, moi, je leur dis, mais vous êtes fous, Mathieu. Ça a été vraiment mon coup de cœur. Mon coup de cœur de Lasvel. Eli, je l'avais un peu côtoyé, tu vois, je connaissais les mecs et tout. Mais Mathieu, ça a été mon coup de cœur. Génial, ce mec, trop drôle et tout. Vraiment, j'ai adoré les années que j'ai passées avec lui. Et du coup, les gens, ils me disent, ah, mais il est arrogant. Je leur dis, mais non, mais en fait, c'est ce qui fait sa force, les mecs. C'est que cette arrogance, il croit en lui, en fait. Et en fait, on reproche à un mec de croire en lui. Et pour performer, même dans ta vie en général, dans tout ce que tu entreprends, le meilleur moyen de réussir quelque chose, c'est de croire en toi, mon gars. Oui. Et en fait, c'est juste que lui, il croit tellement en lui qu'aujourd'hui, il en est là où il est, et tu vas lui reprocher ça. Bah non. Bah non. Et Victor, alors, parce que c'est marrant, parce que je repense à Victor à Lasvel, et Manu Lacroix qui me dit, ah bah il est vraiment, il est incroyable. Un girafon, tu sais. Ouais, mais en même temps, il a pas dit naïf, mais genre Non mais gros. Tu sais, il croit que la vie elle est simple et il arrive au Pana, il dit, imagine je mets le shoot de la victoire, alors qu'il jouait pas à l'époque, tu vois. Mais gros, attends, écoute. Donc, t'as Mathieu Strazel qui a 1 an de plus que Victor. Et donc, lui a joué aux cartes avec nous, à faire des blagues tout le temps dans le bus, tu sais, là, voilà. Et t'avais Victor derrière, avec son bouquin, comme ça et tout, tu vois, tranquille et tout. Et là, Victor, tu sais, des hauts et des bas en début de saison, mais il monte 2-3 trucs, mais vraiment pas grand-chose. Tu vois. Il monte des comptes, les comptes qui mettaient à 3 points. Les mecs qui voulaient shooter sur lui à 3 points, il me contraient tout le monde, c'était ouf déjà. Mais voilà, physiquement, il était encore un peu frêle, c'était un peu en galère. Et là, il a une période au mois de février-mars où vraiment, là, il commence à faire 1, 2, 3, 7, 8, 9 matchs d'exception. Et après son deuxième match d'exception, on joue le Portel. Le Portel, tu sais, c'était la reprise, tu sais, il y a eu un moment où le championnat de France s'était arrêté et on commence à rejouer, je crois que c'était ça la deuxième année avec Victor, enfin bref. Et on joue le Portel et il fait un gros match contre le Portel. Ou non, la saison, elle s'était déroulée. Non, il revenait de blessure, là. Il revenait de blessure, on jouait le Portel à la maison. Et il fait un gros match, il fait son premier gros match, je crois, il met 17 points, un truc comme ça, du genre. Et là, le lendemain, on est dans le vestiaire avec Antoine, on discute, et il y a Victor, comme ça, on discute tous les trois. Et là, on dit, on le chauffe un peu, on dit, Victor, putain, t'as fait enfin un bon match et tout, comme ça, et tout ça, pour le taquiner. Et il me dit, vous verrez, l'année prochaine, je tourne à 20 points, 11 rebonds. On se regarde avec Antoine. On va sur les stats. On dit, mais gros, mais regarde, au championnat de France, pas le meilleur marqueur, il doit être à 17 points, 16 points de moyenne par match et tout. Et toi, tu vas me dire, toi, là, tu vas mettre 20 points par match. Tu sais, on savait qu'il avait un potentiel. Dans 5-6 ans, voilà, tu vois, on savait et tout. Franchement, très honnêtement, tu voyais quand même qu'il y avait quelque chose parce que le gars, il driblait. Numéro 1 de la draft, tu vois, tu savais. Mais aussitôt. Et il me dit, et tu sais, et il nous dit, non, les gars, vous verrez. Et tu sais, là, d'un coup, avec Antoine, on s'est tué comme ça. Mais pas genre, vas-y. Genre, imagine. Genre, putain, mais. Et tu sais, en fait. Il a l'air vraiment sérieux. Il a l'air ça. Et tu sais, il nous a fait croire. Tu vois, enfin, en gros, on était là, on disait, putain, mais c'est. Ouais, c'est peut-être possible, tu vois, je sais pas. Et en fait, après, il fait son année à Levallois. Tu te rends compte. Et tu te rappelles, à Levallois, quand on fait la fenêtre, on part en Lituanie, la présence qu'il avait pris, le gars, en 3 mois. La personne différente qui était devenue. Moi, c'est la présence, mais c'est surtout l'aura qu'il avait pris, gros. Ouais, mais surtout moi, je me dis, tu me donnes ce qu'il a. Mais je veux dire, avant mon premier match en équipe de France, une mouche. Non. Désolé. Non, j'allais dire, tu pars en couille. Non, mais déjà, je suis là à me dire, il faudrait que j'assure, c'est mon premier match en équipe de France, tout le monde m'attend. Il avait pris un dunk par un Tchèque. Il y a Kendrick Perkins le lendemain
qui commençait à dire est-ce que Joel Embiid va lui faire si c'est un vieux tchèque qui lui a mis ça, tu vois. Et lui, t'étais là à côté, tu regardes ça, et il s'en foutait. Gros. Total, tu vois. Il te rappelle ce match-là contre la République tchèque, il se prend un Thomas, il fait un début de match kata, derrière il fait, je crois, 28 D1. Ouais. Puis tu vois, n'importe quoi. D'être tranquille. Tranquille. Ça, c'est ça qui m'a choqué. Et moi, ce qui m'a choqué à partir de là, c'est que dès qu'il parle, bah gros, il assume. Et il se passe, et en fait, dès qu'il parle, il a une telle aura, il a une telle faculté à rassembler et il est très intelligent. Et en fait, il a raison en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment quand il parle, c'est genre bon, je parle parce que je vais le manifester à l'univers, tu vois. Ouais, non, ça va se produire, tu vois. T'as l'impression que c'est, mais vraiment, t'es un gourou le mec. Tu sais, t'as ce truc genre on vient dessus. Et le gars, il était jeune et quand tu parlais, t'as l'impression que c'était limite le plus vieux et le plus sage. Tu vois, c'était dingue. En plus de ça, il venait des fois le matin comme ça et il dessinait sur le tableau. Gros, mais il dessinait, mais gros, c'était abusé comme il dessinait bien. Mais qui dessine comme ça, tu vois? Le gars était bon au basket, il dessinait bien, il était cute. Non, une anomalie ce mec. Et après, t'avais les gars qui arrivent en retard. Et après, t'as des mecs qui mettent de l'alcool dans le gobelet. Tu dis, putain, le juste milieu. Quoi. Et derrière, après l'Asvel, du coup, tu retrouves donc la SIG, on en a reparlé en cours de saison. Parle-moi un peu de Luca Bianchi. Génial. Entre, tu vois, Franck Kuhn, Romain Leroy, les gars, j'ai l'impression qu'il il est resté 6 mois. Ouais, mais il a laissé une empreinte de dingue. Des gars ultra fascinés, quoi, tu vois. Je pense que c'est le meilleur manager. Bah, après, je connais pas tous les coachs. Ouais. Bah, j'ai entendu parler de Pablo Lasso, tu vois. Je pense que Pablo Lasso était un très grand meneur d'hommes pendant sa période au Real. Et je pense que Luca Bianchi est de la même trempe, est un très grand meneur d'hommes. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à sublimer l'équipe de Lettonie, tu vois, par exemple. Et nous, il nous a sublimé aussi. Alors, en fait, ce qui est dommage, nous, quand il arrive, c'est que, purée, on commence par 10 victoires, toutes compétitions confondues. Et après, on a commencé à se péter. On perd JBMA. Et JBMA, il était important dans l'équipe parce que c'était le pack parfait de Marcus Kin. Tu vois, ça matchait trop bien. Tu avais le feu et la glace, tu vois, un peu. Ça marchait trop bien. En plus, avec des principes que les gars avaient gardés de l'ACI, il y avait des principes, il y avait des vrais trucs, tu vois. Il y a des options que les mecs, ils avaient cultivées pendant 2-3 ans, tu vois. Et moi, je m'étais rapidement inscrit dans ce truc parce que je comprenais le basket, je comprenais leur basket. Donc voilà, et puis Luca, un meneur d'homme. Il t'a déjà raconté, Romain Leroy, que Luca, un jour, il a dit vas-y, je me barre. Et que nous, on a tout fait pour le garder. Oui, il voulait partir du club. Il voulait partir parce qu'en fait, on perdait. En fait, il était vraiment venu pour pas se prendre la tête. Et là, on commençait à perdre des matchs parce que franchement, on était sur les rotules parce qu'on avait enchaîné la BCL. On était en quart de finale. À ce moment-là, on était en quart de finale de BCL. Et en fait, on perd contre Blois. Une équipe ultra physique avec, tu sais, il y avait Mba Ndiaye, il y avait le gars qui jouait à Strasbourg l'année dernière, là, qui a fini la saison à Strasbourg, le poste 5-4, là. Voilà. Et très physique. Et on perd contre eux. Et après le match, en fait, il en est un peu marre de l'attitude de Marcus Kin. Et en fait, il dit les gars, moi, c'est bon, je me barre. Moi, je me dis, vas-y, fais ça, en fait, pour nous faire réagir, tu vois. Ouais. Non, c'est bon, c'est fini, je pars. Et tu sais, on regarde Nicolas Alberani. Et Nicolas commence à se mettre dans tout ça. Comment ça tu m'en as pas parlé et tout, comment ça, tu peux pas partir, c'est pas possible. On jouait le match 3 des quarts de finale de BCL contre Bonn, TJ Short et compagnie. Et il dit non, c'est bon, je pars, très calme. Et là, avec Léo, on fait un speech, on fait mais non, mais tu peux pas partir, c'est pas possible et tout. On commence à lui dire, je sais plus qui d'autre part, je crois que c'est André Lansdam qui parle et tout. Le coach, après, il recommence à parler, il commence à insulter Marcus Kin, ils s'insultent tous les deux et tout, machin et tout. Et Marcus Kin qui dit mais non, mais en gros, il faut que tu restes et tout, tu vois. Et je t'insulte, mais reste, quoi. Ouais, non, mais en gros, tu vois, en fait, discussion. Et tu vois, je pense que dans ta carrière, chaque groupe, chaque gars qui a vécu un truc comme ça, il y a des discussions. Moi, j'en ai eu 2 dans ma carrière où tu as des discussions qui font vraiment un effet sur le groupe. Et tu as eu celle-là où le coach, il a décidé de rester. Derrière, on perd Marcus Kin, putain, notre meilleur joueur, notre meilleur scoreur, il se fait une lésion de 10 jours, il peut pas jouer le match 3. Tim Fraser, qui était out, qui jouait quasiment pas, il fait un match 3 énorme. Enfin bref, tu vois, meneur d'homme. Et derrière, on
on se qualifie pour les playoffs et on perd vraiment, mais genre En de Monaco, rien contre Monaco. Ouais. C'est ça, tu vois. Mais vraiment, j'en garde. Tu vois, j'ai pas joué longtemps pour lui, mais j'en garde un souvenir impérissable. Ouais. Mais c'est vrai, moi, c'est vraiment l'impression que j'avais. Non, mais... L'étoile filante. Le gars, il est venu. Je te jure. Il a fait kiffer tout le monde et, exactement. Et il est parti. Quoi. Ouais, complètement. Et donc, on a déjà parlé de ta deuxième saison à Strasbourg. Quand Nanterre maintenant. Nanterre, Pascal Donadieu qui te connaît bien depuis longtemps. Toi, je pense que à Strasbourg, tu as dit que t'aurais bien aimé rester aussi. Ouais, j'aurais voulu. On arrive à un âge où de la stabilité, ça fait pas de mal. Exactement, c'était ça le plus important. Pour la famille. Mais je m'étais toujours dit, et là, ma vie d'après commence à toquer à la porte. Je voulais aller sur la région parisienne par rapport à ce que cette région peut t'offrir en opportunité de vie. Okay. Tu vois, pour plein de raisons. Donc, je voulais venir ici pour commencer à mettre des choses en place pour la carrière. Mais tout en restant un basketteur. Tu vois, ça c'est important de le dire. Ils le savent très bien. Tu vois, c'est là où je suis content parce que ils le savent très bien. Je fais des trucs, ils le savent à peu près ce que je fais. On m'entend commenter des matchs, tu vois, donc c'est mis en accord avec le club, par exemple. Et tu commentes des matchs de basket, hein, tu fais pas non plus. Ouais, mais tu sais, t'as des mecs, ils ont du mal parce que c'est tard, tu vas accumuler de la fatigue. Non, on va stopper ça tout de suite. Tu vois, on va stopper ça tout de suite. T'as 99. Non. Allez, j'abuse là, on va dire que je suis mauvaise langue, tu vois. T'as 90%. Non, allez, on va être gentil. 70% des joueurs qui se couchent à 4h du mat parce qu'ils appellent les States en FaceTime, qui jouent à la play toute la journée, tu leur dis 11h du mat, ils vont te dire c'est trop tôt. Mais et parce que toi, Paul Lacombe, non, mais tu sais t'as un projet d'après-carrière, on va te dire t'es pas concentré. Tu sais à quel point on vit aussi dans notre milieu en autarcie. Je pense que c'est pareil dans le foot. Et nivellement par le bas. Surtout. Ouais, c'est ça le problème. C'est que, et je pense qu'on aurait... je m'en rends compte de plus en plus qu'on aurait tellement à gagner de s'ouvrir à d'autres choses que même les jeunes et tout, ils auraient... parce que ça fait des fois des assistés et c'est pas forcément bon, tu vois. Mais c'est pour ça que... Pourquoi... tu vois, je sais qu'avec le syndicat, des fois, on avait déjà eu des débats. Et des fois, moi, quand je disais... non, c'était pas Massimo. Si, c'était peut-être lui au début où je lui disais mais je vais à l'école. Je vais en cours. Ah, ils aiment pas ça. Et j'ai besoin d'avoir mon planning. Ouais. Ah non, je te le donnerai que la veille. Et moi, j'avais le prof d'anglais à l'école de Grenoble qui me disait et le programme. J'ai dit, les gars, je suis entre deux manières de fonctionner totalement différentes. Mais dans le monde de l'entreprise, on te donne ton programme la veille, les gars, ils te disent, mais. Non, mais tu vas à la grève, quoi. CGT, tout ça et tout. Ouais. Et moi, je trouve qu'au niveau dans le basket, on est quand même sur un certain nivellement par le bas. Ouais. Où des fois ça fait quand même sacrément flipper. Mais tu sais comment c'est, tu vois, moi j'en ai parlé à... J'ai une très belle relation, on va en parler je pense après, avec Julien May. Et je lui ai dit, mais Julien, c'est quoi pourquoi vous aimez pas donner le planning avant? Il me dit, mais parce que regarde, t'as des mecs comme toi, je vais te donner le programme à l'avance. Voilà, je sais que si au dernier moment, last moment, je change un truc de mon planning, ça changera rien. Mais t'as des mecs qui vont voir ça. Jeudi après-midi off, vas-y, je vais prendre des billets pour je sais pas quoi. Et non, t'as dit que c'était off, moi j'ai pris mes trucs, tu vois. Et en fait, il veut pas ça. Il veut pouvoir s'adapter en toutes circonstances, last moment, si jamais il doit changer un truc et tout. C'est ce qu'il m'a dit. Ça se tient, tu vois, ça se tient. Il veut toujours, tu vois, il veut que les gars toujours restent un peu sous contrôle. Tu vois, c'est ce que me disait aussi Sacha Obradovic, il m'a appris ça. Moi, je veux garder toujours les mecs, tu vois, qui se relâchent jamais. Tu vois, toujours un peu sous tension. Tu vois, parce que pour eux, t'as toujours un peu sous cet effet de concentration où voilà, moins tu penses à des trucs ailleurs, plus tu vas être focus sur ton basket. Tu sais que je pense que c'est complètement con. Ouais, et je suis quasiment sûr avec l'expérience. Mais c'est ce que je t'ai dit au début. Ouais. Je t'ai dit, je pense qu'on aurait à gagner à s'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que surtout que tu parles pour des certains types de joueurs. Tu peux pas les garder sous contrôle. Si le gars il est comme ça à la base, ça changera rien. Le gars qu'il est l'entraînement ou pas, il va jouer à la play, il va être. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu vois. Voilà, c'est les coachs, ils aiment bien penser qu'ils contrôlent quelque chose alors que. Ouais. Ça, pour moi, tu peux pas le contrôler en plus. C'est. Et on en revient toujours. Fais des devoirs en amont, prends des gars que tu sais qui vont être pros. Et après, exactement. Et on a toujours, je trouve qu'on a beaucoup à gagner sur le management américain. Tu vois, parce que le management américain, tu sais, les Quinry, ils ont du mal aussi des fois à s'adapter chez nous parce qu'il y a de la rigueur, il y a des règles. Et quand tu vas chez eux, il n'y a aucune règle, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est chacun son truc, ils mangent même pas en équipe et tout, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Exactement, il y a des trucs à prendre, tu vois. Et du coup, Nanterre, première année compliquée. Ouais, compliqué. C'est un cycle qui change. On se l'est pris en plein dans la face.
Le départ de Pascal, l'arrivée de... Ils ont voulu mettre en place Philippe. Je pense que Pascal a une part de responsabilité parce que je pense que là où ils ont mal fait les choses, c'est qu'ils n'auraient pas dû prendre l'assistant de Pascal parce que je pense il faudrait lui demander, mais peut-être qu'il a toujours considéré Philippe comme l'assistant, tu vois. Dès le départ, tu vois, il a eu du mal à lâcher du lest. Tu vois, sur le banc, il gesticulait beaucoup, alors que tu vois, avec Julien, il l'a jamais fait. C'est peut-être l'expérience aussi, tu vois. Ouais. C'est peut-être parce qu'il voulait pas que ça se reproduise qu'il a peut-être pris sur lui un peu plus au départ. Et tu vois, s'est mis vraiment en retrait cette année, tu vois aussi. Mais à côté de ça, tu vois aussi Philippe, je pense qu'il a une part de responsabilité, c'est que il a voulu, lui à l'inverse, complètement mettre Pascal de côté, tu vois, en disant non, C'est moi parce le que boss maintenant. c'est moi, c'est pas lui, tu vois. Et je pense qu'il y avait le juste milieu à trouver, là où ils ont très bien trouvé Julien et Pascal. Malgré tout, on fait un parcours plus qu'honorable en Champions League. Ouais. Quand même, tu vois, c'est à souligner quand tu vois, c'est pas si facile que ça. Alors, on a eu un. Mais des fois, pour certaines équipes, faire un gros parcours en BCL, après sur le championnat, c'est compliqué, quoi. Ouais, ça a été ça. On n'était pas capable de. En fait, on était un groupe très talentueux offensivement, mais dans les attitudes, on n'avait pas trop envie de se faire mal défensivement, tu vois. Donc, on n'était pas capable de battre des grosses équipes de notre championnat. Donc, dans ces cas-là, tu peux pas vraiment exister dans notre championnat, quoi. Tu vois. On a gagné les matchs qu'il fallait, et encore, on perd La Rochelle à la maison le dernier match contre mon gars Sancho. Au moins, voilà, ça lui a permis de gagner un match de plus. Mais voilà, parcours quand même honorable, ça sauve la saison, très honnêtement, ça sauve la saison. Et au final, c'était sympa, très très sympa d'être en vacances aussitôt aussi. Hein, tu vois, les 2 dernières années. Cette année, tu vas pas être en vacances non, aussitôt. mais c'est sympa aussi, tu vois, c'est bien. Quand tu as un objectif, quand même, c'est quand même mieux. Très honnêtement, c'est mieux. Ouais, les playoffs, c'est le meilleur moment de l'année. Tout le monde, tu vois, c'est. Il fait beau. Tu sais, tu te dis, tu vas en playoff. En plus, là, très honnêtement, je sais pas. Combien on va finir, mais on a une opportunité de finir dans le top 2, voire top 3, voire top 2, pardon. Donc tu sais, tu te dis vraiment, il y a une possibilité d'exister quoi, dans les playoffs. Et au pire des cas... Ouais, année 2 du coup, là, cette année, vous vivez une saison incroyable. Une saison de fou, ouais. Au-delà des attentes. Tu sens l'alchimie dès le départ. Sur le terrain, en dehors du terrain. T'as un coach qui, depuis qu'il est passé dans mon podcast, il a pris un... Exactement, une ampleur, une dimension. J'ai toujours adoré Julien et vraiment ce qu'il fait là, ça fait sélectionneur, tout ça, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Non, super plaisir pour lui. Et ouais, comment t'expliques Tu vois, c'est dur à expliquer aussi. L'année que, tu vois, moi j'ai vécu une année comme ça, il y a la première année avec Massimo. Ouais. Léo Westerman, il me dit mais une année comme ça, parce que je lui disais, lui il est top, c'est très gentil. Il me dit, profite parce que derrière tu vas te manger 5 ans tu vas payer. Hein. Moi je dis, non, mais en fait si gros. Mais si. Ça arrive pas souvent quoi. Tu vois, c'est ce que je dis. J'espère que tu profites. Hein. Tu sais quoi, moi j'ai vécu, tu vois, ça fait 17-18 ans que je suis pro. J'ai vécu 3 saisons comme ça. J'en ai vécu une à Strasbourg. Allez, non, j'en ai vécu, c'est ma 4e. J'en ai vécu 2 à Strasbourg. L'année avec Bianchi, une année avec Laurent Vincent Collet. Ouais. Une année à la Asvel avec Eli et tout. Okay. Tu vois, et là, cette année-là. Ouais. Et je dis tout le temps à Hugo Yimgamukure, notre jeune. Profite. Et je dis, mais gros, profite, parce que là, ce que tu es en train de vivre, tu le revivras. Toi, en plus, il va partir en NBA. Pas sûr que tu le revives avec un groupe comme ça. Tu vas vivre des belles émotions, des belles aventures, des trucs, mais avec un groupe comme ça, tu revivras sûrement jamais ça. Tu vois. Et donc voilà, je le dis. Okay. Mais choix des hommes exceptionnels. Avant, choix des basketteurs complémentaires. Tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'on n'a changé personne dans notre équipe. On a dû prendre un mec parce qu'il y a eu une blessure. Tu prends un mec, le gars, il est comme ça, tu vois, il est génial, dingue. Et en fait, choix des hommes avant de choix des joueurs exceptionnels. Alors après, c'est sa façon de faire à Julien. Il en avait parlé, je crois, dans le podcast, mais il aime le redire et ça se voit dans son recrutement qu'il veut d'abord des gars, tu vois, qui vont matcher avec ses méthodes. Peut-être, tu vois, il te le dit, peut-être moins talentueux, mais qui vont matcher avec ses méthodes. Et ça va aller dans le même sens. Et tu vois, cette année, là où je kiffe surtout, c'est qu'en fait, on est une équipe, quoi, tu vois. Quand il y a un gars qui performe, il y a l'autre, tout le monde est content pour le mec et tout. C'est un vrai kiff de jouer cette année dans cette équipe. Et en dehors du basket, à Nanterre, là, tu parlais avant de tes projets sur la télé. C'est quoi un peu la suite pour toi là? Combien de temps tu te vois déjà encore jouer et tu te vois basculer vraiment sur quoi? Sur consultant Moi, déjà, avant tout, je me vois combien de temps jouer. Moi, vraiment, c'est mon corps qui me le dira. Pour l'instant, je me mets pas de limite.
Ma femme le sait, est prête à Donc ça. toi, tu peux jouer jusqu'à 42 Ouais, ans tu avec joues 42. même de la Pro B. Je ok. continue. Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est un. En fait, tu sais, j'ai écouté tous tes podcasts. Ouais, on a eu Amat le dernier qui ouais, disait, ouais. lui... Tu vois, et j'entends plein de choses et tout se tient, tout se comprend. Tu sais, beaucoup de gens disent ouais, pourquoi tu es rentré dans le basket, ce genre de choses. Moi, tu vois, ça a été linéaire, j'ai eu une constance linéaire. Et en fait, la chose qui m'a fait tenir depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est cette passion, cet amour pour ce jeu, tu vois. Moi, j'ai toujours considéré ça comme un jeu. Tu vois, je pense que tu nous voyais aussi en espoir quand j'étais avec Sancho sur le terrain. Tu sais, on était là, on jouait, quoi. C'était un jeu, tu vois, on s'amusait, tu vois. Et j'ai toujours considéré ça. Et mes années les plus compliquées, c'est quand j'ai perdu cette notion de jeu, tu vois. À Lasvel, par exemple, à un moment donné, je me suis un peu égaré, je me suis un peu embrouillé avec TJ. Et c'est là où j'ai perdu cette notion de jeu, tu vois. Je m'amusais plus. Et en fait, tant que je considérais ça comme un jeu, j'essaierais d'aller le plus loin possible et de jouer le plus longtemps possible. Parce que voilà, c'est ma passion et je kiffe. Et du coup, après ça, je suis en train de mettre des trucs en place pour rester dans le basket. Ok. Notamment, tu vois, je commande des matchs. Ça, c'est un truc vraiment qui me ferait kiffer. Parce que je connais le basket un petit peu. Donc de pouvoir partager ça aux autres. Mais à côté de ça, j'essaye de passer un diplôme universitaire. C'est un peu galère. Parce qu'il faut, il faut se remettre dans les... Dans les études. dans les cours, dans des trucs et Ouais, tout. ouais. Là, laisse tomber, c'est un enfer. Vas-y, moi, je m'étais dit, vas-y, j'apprends, tu vois, je vais apprendre. Après, ouais, s'il y a un truc, s'il y a à raconter, tu vois, vas-y, je vais Ouais. raconter ce que j'ai appris. Non, il faut écrire et tout, que ça, Ouais. c'est compliqué. Et, du coup, pour l'instant, c'est un peu dur pour moi, alors que tout le monde me dit, ouais, non, c'est pas très dur ce que tu fais, machin et tout. Je passe ce qu'on appelle un DUGOS, Ok. diplôme universitaire des gestions des organismes sportifs. Ok. Dans l'idée, ça serait possiblement peut-être devenir, tu vois, directeur sportif ou manager, tu vois. On te mettra au fond du Ça banc veut avec dire Pascal. que tu vois, On te mettra avec Pascal. t'aurais Nicolas Lang à Mulhouse, t'aurais Paul Lacombe en DS, et on emmène tout ça, je sais pas où, tu vois, mais le plus haut possible, tu vois. Pour l'instant, il nous faut plutôt un directeur commercial. Donc si tu peux vendre, Bah, si tu peux vendre des choses, trouver de tu vois, l'argent. Ouais. t'as des trucs, tu vois, en fait, mon kiff, moi, mon truc que j'aurais voulu, c'était vraiment un poste hybride comme ça, tu vois. Ouais. Parce que j'aime le contact humain, j'aime apprendre, tu vois, si je l'ai appris un peu tard, mais ce que je te disais, on aurait à apprendre à des autres environnements, tu vois, à s'éparpiller un peu que de rester dans le basket. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse de ouf. C'est de rencontrer des gens, de connaître ce qui les anime, leur passion, leur taf, tu vois, différent. Et ça, c'est un peu un rôle de commercial. Après, tu peux essayer, de par ton statut, de par ton blabla, de ramener des gens et tout. Tu vois, j'aimerais avoir un petit truc hybride, tu vois, dans un truc. Forcément, rester sur le sportif parce que vraiment, c'est ce qui m'anime, la première chose. Mais à côté de ça, pourquoi pas, tu sais, marquer de ton empreinte un club d'une certaine manière. Et quoi de mieux que de dire, vas-y, grâce à moi, il y a eu des sponsors, grâce à moi, il y a eu un tel joueur, tu vois, des trucs Tu comme me ça. fais la négo. Je voulais 120 à Strasbourg, j'ai eu 220 à Monaco. Gros. Ça en prend. Hein. J'ai un bon agent, tu vois, ou pas? Bon, Paul, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense ça. Quasiment 2 heures. La vache. Il y a juste ton père adoptif, Vincent Collet, qui a fait aussi bien. Normal. Non, Bon, ça tu fait vois, quand même les chats 20 font ans pas qu'on des se chats, connaît, hein. donc les gens le regarderont Mais plusieurs encore, fois. je pense facile, on pourrait faire 2 heures de plus. Ouais, mais on se fera un truc avec un petit verre dans 10 ans, avec si Mauvaise Langue c'est encore serait là, dingue. petit verre de Ce serait vin. génial. On reparlera de tes dernières années à Mulhouse et tout. Et on en parlera tant de que la joueur, confrontation Lang-Lacombe qui continue peut-être chez les jeunes. en U21 ou tu vois, qui commencera peut-être, je On sais verra pas. ça. Bon, Polo, Mon Simer. Nico, merci à toi. Allez, à bientôt.